sans plus tarder, on va débuter notre séance mensuelle. On va procéder tout de suite. Et il va comme suit. Alors, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue encore une fois. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue les gens du public. Je salue également les gens de Télévague qui nous regardent via la télévision communautaire. Bienvenue, bien entendu, les conseillers encore une fois. Alors, je vais maintenant vous faire la lecture de l'ordre du jour. On constate que le quorum y est au complet. Alors, tout d'abord, le point 1, ouverture de la séance. Au point 2, constatation du quorum. Au point 3, adoption de l'ordre du jour. Point 4, dépôt de documents et de correspondance. En 5, approbation du procès-verbal antérieur. On parle de la séance 5.1 de la séance ordinaire du 10 février 2025. Au point 6, administration générale et finances. 6.1, adoption des comptes à payer. 6.2, suivi du budget mensuel de février 2025. Au point 7, affaires des contribuables. Point 8, appui à l'appel de projet multilogement hautement préfabriqué à Passepébiac. En 9, règlement 2025-549 régissant la prévention des incendies. Un avis de motion et dépôt du projet de règlement. Au point 10, règlement 2025-550 relatif à l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc public. Un avis de motion et dépôt du projet de règlement. En 11, adjudication de l'appel d'offres du SEAO, le AO-25-01, qui est la restauration de l'ancienne église anglicane de Passepébiac, on parle de la bibliothèque, qui est la phase 2, le drainage, c'est le projet numéro 22-1173D. En 12, délivrance et ou renouvellement d'un certificat d'autorisation d'utilisation du feu vert clignotant pour les pompiers de la ville de Passepébiac. En 13, entente relative à la fourniture du personnel technique de la Fédération québécoise des municipalités de la FQM. En 14, réaffichage de postes sur appel hiver, interne ou externe, qui est l'opérateur de machinerie lourde. En 15, mise à jour des signataires municipaux à la Banque Laurentienne de Passepébiac pour le compte bancaire de la Bibliothèque municipale de la ville de Passepébiac. En 16, contrat pour vérification des 3 débitmètres. En 17, demande de dérogation mineure, qui est l'immeuble situé au 192 boulevard Gérard-Delévesque-Ouest. En 18, demande de dérogation mineure, qui est l'immeuble situé au 45 de la 5e avenue Est. En 19, approbation par le conseil municipal d'un nouveau logo pour le centre culturel. En 20, autorisation, entente entre la ville et M. Hugo Henry concernant le déneigement d'un chemin fermé durant la période hivernale. En 21, autorisation qui est l'entente entre la Ville et M. Pierre-Luc Blais concernant le déneigement d'un chemin fermé durant la période hivernale. En 22, demande pour une servitude de 1 mètre de large par 1 km de longueur, le long du lot 5 577 332 par M. Jean-Michel Joseph. En 23, demande d'appui, construction d'une nouvelle urgence et des soins intensifs de l'hôpital de Maria. En 24, Société canadienne de la Croix-Rouge, le dossier 507-163, renouvellement de la contribution financière annuelle de mai 2025 à avril 2026. C'est un montant de 656,04 $, qui est calculé selon la population de 3 124 selon le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, soit 21 sous par capita. En 25, Bouge jusqu'au bout du monde pour la Fondation Étincelle Jeunesse, 26 dons, 27 rapports des membres du Conseil, 28 affaires nouvelles, 29 périodes de questions et enfin en 30 la levée de l'Assemblée. J'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. Oui. Oui. Alors, j'aimerais, si possible, ajouter un point à l'ordre du jour. C'est par rapport à la proposition que j'avais faite d'analyse commerciale. Alors, comme vous le savez, en août, le Conseil a adopté une résolution au sujet d'une étude de marché portant sur l'opportunité d'un nouveau marché d'alimentation à Passepébiac. Et tout récemment, pour faire le suivi du dossier, j'ai relancé la discussion avec une nouvelle proposition, justement, d'analyse commerciale qui serait une analyse de la ville dans tous les secteurs d'activité économique et pas seulement l'alimentation. Ce que je veux donc soumettre ce soir, c'est une proposition améliorée et complètement différente de ce que nous avons voté en août, celle d'une analyse commerciale globale qui, oui, viserait le domaine de l'alimentation, mais pas uniquement. Et le but ultime de tout ça, ce serait de faire plus facilement la promotion économique de Passepébiac dans son ensemble. J'ai pris acte de certains commentaires, puis je pense que ce serait la meilleure façon d'arriver à l'objectif de départ et d'en faire encore plus. L'objectif initial, c'est de déposer le mois dernier, mais bon, de dernière minute, j'avais reçu des informations comme quoi une démarche au niveau régional qui allait peut-être être entreprise dans le même sens. Finalement, ce n'est pas vraiment le cas. On parle de quelque chose d'intéressant
de complémentaire, mais on parle d'autre chose quand même. C'est quelque chose de différent et donc c'est pourquoi ce mois-ci, j'ai décidé de déposer. Donc le texte de ma proposition, je l'ai transmis il y a un mois. J'ai annoncé mes intentions de déposer. Alors, je pense que qu'on soit en accord ou non sur le sujet, ce serait tout simplement démocratique d'en discuter en public et je pense que les gens attendent des réponses de leurs élus. Maintenant, si pour avoir un débat sur la question, je pense que ce serait plus approprié d'ajouter le point à l'ordre du jour. Je ne commencerai pas à argumenter sur le sujet, mais c'est simplement pour l'ajouter. Alors, le titre de la proposition serait demande d'offre de service, analyse commerciale. Alors, c'est tout simple. Puis, le texte a été transmis là, à M. le greffier. Puis, tout ça, éventuellement, on pourra le lire si jamais c'est ajouté à l'ordre du jour. Excellent. Je vous remercie, M. Laplante. Alors, afin d'ajouter ce point à l'ordre du jour, est-ce que je demande le vote? Mme Anglade, est-ce que ça va pour vous? D'accord. Avant, je suis désolé, avant de demander le vote, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui ont des choses à ajouter. Je suis désolé. Alors, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit par rapport au point, parce que vous me l'avez demandé, M. Laplante, je pense qu'on va respecter ce point-là. Si vous avez des choses à ajouter, c'est le temps. Sinon. Moi, M. le maire. Oh, excusez. Peut-être pour éviter que les études se chevauchent, parce qu'à quelque part, on part d'une étude de marché au départ. Le directeur général a déjà entamé une démarche. Ensuite, ça change pour une étude commerciale. Puis, pour finalement, Monsieur le maire, vous nous informez qu'il y a une étude qui est en train de se faire au niveau de la MRC pour avoir un portrait global concernant le potentiel du territoire. Donc, moi, pour ma part, pour éviter le chevauchement des études, j'aimerais peut-être attendre le document officiel de la MRC pour avoir accès à un portrait global, pour ensuite me compris. Oui, allez-y. Oui, en fait, on est à l'étape de l'adoption de l'ordre du jour. Alors, la question à ce stade-ci qu'on se pose, c'est est-ce qu'on devrait ou non ajouter le point à l'ordre du jour pour un débat et une discussion? Je pense que Mme Langlois a des points intéressants à discuter. J'aimerais bien ça lui répondre, mais je ne pense pas que le forum approprié pour avoir la discussion en détail ce soit au moment de l'adoption de l'ordre du jour. Bon, j'aurai des réponses à offrir, bien sûr. J'ai fait une demande d'accès à l'information. J'ai accès à l'offre de service de la vidéo. Je peux expliquer en détail c'est quoi la différence entre ce que la MRC a commandé, c'est quoi l'analyse commerciale. Et donc, je peux démontrer en quoi, selon moi, ça ne se chevauche pas vraiment et c'est vraiment quelque chose de parallèle et de complémentaire. Mais donc, je pense que si on veut avoir ces discussions-là sur le fond, on devrait ajouter le point à l'ordre du jour, accepter d'en discuter et on pourra ensuite analyser les pour et les contre et prendre une décision éclairée. D'accord. Alors, j'avais tout simplement demandé à savoir s'il y a des gens qui avaient des choses à ajouter, comme qu'on fait généralement lors d'une proposition. Alors, ceci étant dit, vous avez raison là-dessus. Alors, je vais demander le vote tout simplement, savoir si on ajoute le point, tout simplement la demande d'offre de services d'analyse commerciale à l'ordre du jour. Alors, Mme Anglade, est-ce que vous êtes d'accord? Monsieur Laplante? Oui, je propose. Madame Côté? Non. Madame Langlois? Non. Et Monsieur Grenier? Non. Alors, il est proposé par Monsieur Jérémy Laplante et rejeté à majorité de ne pas rajouter le point à l'ordre du jour, simplement, qui est la demande d'offre de service d'analyse commerciale. Je vous remercie. Ce qui nous mène maintenant, à ce moment-là, j'aurais besoin de quelqu'un qui fasse la proposition pour adopter l'ordre du jour tel que rédigé, s'il vous plaît. Je vous remercie. Madame Anglade, ça va pour vous? Oui. Monsieur Laplante? Contre. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et accepté et résolu à la majorité d'accepter l'ordre du jour tel que rédigé. Alors, je vous remercie. Ce qui nous mène maintenant au point 4, dépôt de règlement et correspondance. Ce que je vais faire avec vous, point 4, je n'ai pas eu nécessairement de dépôt, mais j'avais des points que j'aurais aimé vous parler un peu parce qu'on avait parlé les mois derniers. Entre autres, je voulais vous parler du CEGER, parce qu'on avait parlé du CEGER. Il y a actuellement un travail d'évaluation qui est commencé avec une équipe, bien entendu, du centre de gestion, pour évaluer les coûts de la flotte actuelle qu'on a et à savoir, ça serait quoi les avantages ou les désavantages. Ils vont tout nous établir les coûts de ça. Alors, la direction générale a entrepris cette démarche-là. Alors, on va bien entendu faire un suivi serré là-dessus et le partager avec les citoyens, ça c'est important. Maintenant, un autre point, c'était juste pour féliciter les gens qui ont participé à la semaine de relâche. On a eu quand même, je pense que Mme Côté va le préciser tout à l'heure, on a quand même eu presque autour de 1200 personnes qui se sont
donné, en fin de compte, pour la semaine de relâche à différents événements dans différents lieux de la ville. Ensuite, il y a également une troisième chose dont je voulais vous parler, c'est qu'on a un protocole d'entente qui s'est conclu le 24 février dernier avec la municipalité de New Carlisle relatif au partage des coûts d'exploitation d'un système commun de production et distribution d'eau potable. On en avait parlé dans les réunions, on avait d'ailleurs la présence du maire de New Carlisle cette soirée-là, auquel on va pouvoir profiter, bien entendu, avec ce projet-là, l'eau potable de New Carlisle, d'une économie, parce qu'on va faire partie du projet de New Carlisle, d'une économie sur la réfection de toutes nos infrastructures au niveau du réseau d'eau potable. Alors, c'est un avantage qu'on a pour l'avenir. Alors, on est allé de l'avant là-dedans, comme on avait discuté d'ailleurs ensemble au conseil municipal. Alors, ceci étant dit, ce qui mène maintenant au point 5, l'approbation des procès-verbaux antérieurs. Alors, permettez-moi de vous dire que, considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2025, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du dit procès-verbal, il est proposé par et résolu A d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2025. Vous savez que, conformément à l'article 333, l'alinéa 2 de la loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux, puisque des copies ayant été remises à chaque membre du Conseil plus de 24 heures avant la séance. Alors, si vous n'avez rien à ajouter sur ce point-là, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie. Monsieur Laplante, ça va pour vous? Oui. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier également? Alors, il est proposé par Madame Nancy Anglehart et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2025. Administration générale et finances, les proposés par, on parle du 6.1, les adoptions des comptes à payer, les proposés par résolu A, que les comptes à payer pour le mois de février 2025, qui est d'un montant de 402 062,37 soient approuvés pour paiement. Alors, on avait 402 000 là-dessus, on l'a retenu, comme d'habitude, des fois certains coûts un peu plus exhaustifs qu'on a eu à payer. On a eu, entre autres, Action Projex pour la 3e avenue, on a payé un montant de 79 553 $. Eurovia, également, l'asphaltage, 19 557 $ deux fois, parce qu'on a acheté également de l'asphalte de Eurovia pour un montant de 12 551 $. On a eu également Tetra Tech, avec le projet du PAVL, pour un montant de 9 094 $ et également Tetra Tech avec l'analyse qu'ils nous ont fait pour l'abri à sel, qui est un montant de 7 979 $. Et enfin, il y en a un qui est moins gros, mais je l'ai noté quand même, c'était Jarry Armature. Lui, il nous avait travaillé pour les cabines de plage, pour tout le système d'immobilisation pour les cabines de plage, ce qui fait qu'on a un montant de 133 605 $ qui ne sont pas nécessairement des montants courants, qui fait qu'on se maintient, bien entendu, à un mois de 268 457. Je peux remarquer que c'est le mois le moins coûteux qu'on a eu depuis le début de l'année, parce que ça avait commencé un petit peu plus fort. Alors, ça va bien. Je ne sais pas si vous avez des questions, des interventions. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. Je vous remercie, Mme Côté. Mme Anglade, pour vous, ça va également? Oui. Oui, M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité que les comptes à payer pour le mois de février 2025 d'un montant de 402 062,37 soient approuvés pour paiement. 6.2, suivi du budget mensuel février 2025. Il est proposé par et résolu A des conseillers présents que le rapport des états des activités financières en date du 28 février 2025 soit adopté. Alors, on était un petit peu plus élevé le mois passé, vous en souviendrez. On devrait être normalement à 16,66 % de notre budget. On est à 15,03. Alors, on a repris une tendance d'économie qu'on a essayé de garder depuis qu'on est là, puis je pense que c'est une bonne stratégie. Des fois, si on a des imprévus, ainsi de suite, alors on sait comment se positionner là-dedans. Alors, dans le global de nos dépenses jusqu'à maintenant, on suit le budget vraiment très serré, puis ça va bien. Alors, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Sinon, encore une fois, j'ai besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie, Mme Anglade. M. Laplante, pour vous, ça va? Oui. Oui, Mme Côté? Oui. Merci. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglehart et résolu à l'unanimité que le rapport état des activités financières en date du 28 février 2025 soit adopté. On est maintenant rendu au point 7, affaires des contribuables. Je ne sais pas s'il y a des questions, des interventions. Je vous invite à le faire. C'est le temps sur n'importe quoi, en fin de compte. Sinon, on va continuer. Ce qui nous mène maintenant au point 8, qui est appui à l'appel de projet multilogement hautement préfabriqué à Passepébiac. Alors, considérant que la Ville de Passepébiac souhaite adhérer au programme d'habitation abordable Québec,
de la Société d'habitation du Québec, la SHQ, afin de venir en aide à des ménages sur son territoire à faible revenu, leur permettant d'habiter dans des logements qui font partie des organismes sans but lucratif. Considérant que la Ville de Passepébiac appuie l'organisme Les Habitations populaires de Passepébiac Incorporé dans sa démarche d'un appel de projet multilogement hautement préfabriqué sur l'avenue Castillou à Passepébiac qui générera le PHAQ, qu'on parle du Programme d'habitation abordable du Québec, dans le cadre du Programme d'habitation abordable du Québec, considérant que la Ville de Passepébiac appuiera aussi le projet par le biais d'un crédit de taxe et une contribution sur 35 ans pour équivaloir le minimum de 40 la subvention de base de la Société québécoise du Québec demandée par le programme. Considérant que ce projet cadre dans la mission de la Ville d'offrir des logements abordables à ses citoyens, ainsi combler en partie la pénurie de logements à laquelle celle-ci fait actuellement face. Considérant que le terrain visé par le projet se trouve dans le périmètre d'urbanisation de la Ville, qu'il est prêt à construire et que le projet en cours d'élaboration est conforme au règlement du zonage municipal, il est donc proposé par et résolu à d'entériner cet appui à l'appel de projet multilogement hautement préfabriqué à Passepébiac, d'autoriser le maire, M. Marc Loisel, et le directeur général et greffier, M. Daniel Langlois, à signer, pour et au nom de la Ville de Passepébiac, tout document de nature contractuelle ou financière dans le cadre d'une entente à intervenir avec la Société d'habitation du Québec ou les Habitations populaires de Passepébiac. Alors, vous aurez compris, on en avait discuté que c'est le projet, vous vous souvenez, 2 ans passés, je pense en 2022-2023, on avait déposé. Et le projet n'avait pas été retenu. On est revenu de l'avant. J'ai eu l'occasion, en tout cas, j'espère que ça va donner des côtés positifs, d'avoir rencontré le ministre Duranceau qui nous avait dit continuez, là, je ne sais pas, déposer encore. On s'est associé à ce moment-là, d'autres accélérateurs de projet. Il y a des gens qui se sont appuyés à nous. Et on pense que le projet, en tout cas, on le souhaite qu'il soit de très bon augure. Mme Langlois, vous êtes bien placée pour en parler. Elle est d'accord, elle est d'ailleurs sur ce projet-là. Alors, il y a un dépôt qui va se faire le 12 mars, soit après-demain. Et on devrait avoir des nouvelles, bien entendu, sur ce dépôt-là avant la fin juin, peut-être même au mois de mai, c'est à souhaiter. Alors, on va vous tenir au courant. Alors, c'est une deuxième relance qu'on fait depuis les 2 dernières années, on le souhaite. Alors, la lettre, bien entendu, c'est pour continuer la démarche. Il faut qu'elle soit transmise avant le 12 mars. Alors, là-dessus, j'aurais besoin de quelqu'un, si vous n'avez rien à ajouter. Monsieur Mas, oui, allez-y. Alors, je pense que c'est vraiment une excellente chose que d'appuyer cet appel de projet-là, de faire un partenariat avec les habitations populaires. On sait que la crise du logement est très forte. C'est un pas dans la bonne direction. Il faudra encore espérer qu'au gouvernement et à la SHQ, on aura une réception positive. La dernière fois, ça l'était moins, mais donc cette fois-ci, on a le droit d'espérer. C'est sûr que, quand même, pour l'ensemble du Québec, l'appel de projet est seulement de 500 logements, selon ce que j'ai pu lire. Donc, c'est sûr, ça peut être difficile. On sait que la crise du logement sévit partout. En espérant être capable de tirer notre épingle du jeu, je pense que c'est bien d'appuyer ça. J'en profiterai, étant donné qu'on parle de logement, par contre, pour dire que ce serait bien qu'à la Ville, on se dote vraiment d'une politique plus complète puis d'un plan plus complet pour lutter contre la crise du logement, parce que la crise du logement, elle est sévère et ça va prendre plusieurs actions pour en venir à bout. Évidemment, la Ville ne peut pas tout faire seule. Il faut que le fédéral et le provincial se mettent à agir davantage également. Mais de notre côté, on a des pouvoirs en matière d'urbanisme. Il y a également certains crédits de taxes ou des subventions qu'on peut donner désormais pour le logement abordable. Il y a eu des modifications législatives. Évidemment, on peut peut-être aider aussi des organismes comme on le fait actuellement. Mais je pense qu'on aurait besoin d'un ensemble de mesures en plus de ça pour s'attaquer au problème. Mais donc, évidemment que cet appel de projet-là, c'est une excellente idée. Puis je ne peux qu'appuyer. Si personne n'a rien d'autre à ajouter, je vais en proposer l'adoption. Alors, je vous remercie. C'est une très bonne observation. Monsieur Laplante, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Mme Langlois? Oui. Mme Côté également? Oui. Mme Langlois? Absolument. Et M. Grenier? Oui, j'appuie les propos de M. Laplante aussi. Là, on avait un programme d'incitatif qui était à la Ville il y a quelques années. Je pense qu'il faudrait ressortir tout ça, puis mettre ça en étude rapidement. Alors, je vous remercie. Alors, il est proposé par M. Jérémy Laplante et résolu à l'unanimité d'entériner cet appui à l'appel de projet multilogement hautement préfabriqué à Passepébiac et d'autoriser le maire, M. Marc Loisel, et le directeur général et greffier, M. Daniel Langlois, à signer pour et au nom de la Ville de Passepébiac tout document de nature contractuelle ou financière dans le cadre d'une entente à intervenir avec la Société d'habitation du Québec ou les Habitations populaires incorporées. Au point 9, j'ai un avis de motion qui est le règlement 2025-549 régissant la prévention des incendies. Alors, l'avis de motion et dépôt de projet de règlement. J'aimerais quelqu'un qui en fasse la lecture. Mme Anglade, je pense, oui? Oui. Allez-y. Moi, Nancy Anglade, conseillère, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement
2025-549 régissant la prévention des incendies et abrogeant le règlement 2010-337. Un projet de ce règlement est présenté et déposé séance tenante sous la cote 2025-01 et des copies ont été mises à la disposition du public. Alors, je vous remercie. Oui, allez-y. Aviez-vous quelque chose à dire auparavant sur ce règlement? Ben, en fait, c'est ça ce que je voulais simplement dire, que ça, c'est un règlement qu'on a traité, on a un peu fait un survol très léger auparavant. Et même le chef pompier nous a fortement recommandé d'y apporter une certaine observation, donc puis d'y amener des améliorations qu'on a citées déjà, qu'on a déjà pointées. Alors, je suppose qu'il y a des choses à ajouter là-dessus. Effectivement, merci beaucoup. J'ai quelques observations à apporter. Donc, on est à l'étape du projet de règlement. Ce n'est pas encore adopté, donc c'est pour ça qu'on a des projets, qu'on ait l'occasion de regarder ça avant une adoption finale. Les articles 11 et 12, à mon avis, ça mériterait peut-être qu'on y porte davantage attention. Peut-être même qu'on fasse quelques modifications, notamment à l'article 11, là, la nécessité d'obtenir une autorisation de la Ville pour utiliser des pièces pyrotechniques. J'imagine que ça pourrait inclure les feux d'artifice, donc ça pourrait peut-être causer une certaine confusion, ou ça pourrait peut-être aussi interdire, empêcher les gens d'utiliser des feux d'artifice l'été. Alors ça, je pense qu'il faudrait vérifier. Quoique là, avec l'article 11.3, ce n'est pas tout à fait clair. Là, on parle que peut-être au-delà de 30 mètres d'une habitation, ça pourrait être correct, mais donc, tout ça pour dire, il y a une clarification à faire, il faudrait regarder ça. Et également, moi, l'article 12 m'avait titillé un peu. Bon, tout ça, j'imagine, c'est des projets de règlement qu'on obtient des fois de la FQM ou d'autres choses. Là. Alors, ce n'est pas nécessairement quelqu'un parmi nous qui l'a écrit. Mais donc, le projet quand même qu'on a sur la table, lorsqu'on dit qu'il sera exigé du propriétaire qui n'habite pas le territoire de la MRC de Bonaventure, qui n'est pas desservi par le service incendie, de contribuer aux frais réels encourus pour le service incendie en cas d'incendie de véhicule, ça pourrait causer des situations un peu désagréables. Par exemple, un touriste arrive ici, son véhicule prend feu, et là, doit payer le service incendie. Je pense qu'il y aurait des vérifications à faire à ce niveau-là. Je ne sais pas si éventuellement c'est quelque chose qui peut être remboursé par la SAC ou autre, là, mais étant donné les implications quand même importantes que ça peut avoir pour les gens, je pense que l'article 12, ça vaut la peine qu'on y jette un coup d'œil avant l'adoption ultérieurement. Mais sinon, donc, très bon règlement. Je pense que c'est nécessaire de mettre à jour notre règlement de sécurité incendie. Parfait. Alors, le but est là, de façon ou d'une autre, la vie fait en sorte qu'on vous informe qu'on va tout simplement y voir et revérifier ce règlement-là. Monsieur le maire, aussi, il y a peut-être une petite observation au niveau de l'article 13. Là. On parle au-delà d'un deuxième déclenchement dans une période consécutive de 12 mois pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d'un système d'alarme incendie, bien, on pourrait élever une infraction. Mais là où ce que ça me questionne, c'est au niveau de la cause de défectuosité puis le mauvais fonctionnement. Qui aura l'autorité, qui aura compétence pour aller l'évaluer? C'est ça. Donc, il faudra tout regarder. Tout réévaluer ces choses. Excellent. Je vous remercie. Merci des interventions. Ce qui nous mène au point 10, encore une fois, c'est un avis de motion, qui est le règlement 2025-550, qui est relatif à l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc public. C'est un avis de motion et dépôt de projet de règlement. Alors, j'inviterai encore une fois quelqu'un d'en faire la lecture. Madame Anglade, s'il vous plaît, je vous remercie. Moi, Nancy Anglade, conseillère, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement 2025-550 relatif à l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc public et abrogeant le règlement 2008-315. Un projet de ce règlement est présenté et déposé séance tenante sous la cote 2025-02 et des copies ont été mises à la disposition du public. Alors voilà, peut-être on a des choses à ajouter encore une fois. Je vous invite à le faire. Oui, monsieur le maire, si vous me permettez. Encore une fois, règlement avec un objectif très louable, c'est pour la protection de l'eau potable. C'est quelque chose qu'on doit adopter là, dans le cadre de la stratégie québécoise d'eau potable. Notre règlement, là, je pense, précédent datait de 2008, là, ou en tout cas ces années-là, puis donc il était désuet. Mais donc il y a quelques articles là, qui vaudraient la peine qu'on s'y attarde. Ça existait déjà dans le précédent règlement jusqu'à un certain point. Il y a quelques petites modifications, mais je pense que vu qu'on adopte un nouveau règlement, ça vaut la peine de se poser la question. Il y a un certain niveau de complexité, donc il faudrait peut-être revoir ça. Je vous donne un exemple. L'article 2 sur la période d'arrosage. Donc, on parle ici d'arrosage de pelouse, de jardin, de fleurs, d'arbustes et autres végétaux. Donc, on dit que c'est défendu entre le 1er mai et le 1er septembre, à l'exception des périodes suivantes. Donc, entre 22h et minuit et entre 5h et 7h les jours suivants, pour les occupants de bâtiments dont le numéro civique est un nom pair les mercredis et les samedis, et
pour les occupants de bâtiments dont le numéro civique est un nombre impair les mardis et les vendredis. Je pense que ce serait important peut-être de se donner une justification un peu plus avancée pour ces règles-là. Il y a quand même une certaine complexité, jour impair, nombre impair, pair pour les numéros civiques, quel jour on peut arroser. Je pense que si on adopte ça, il va vraiment falloir que ce soit communiqué. Puis ce serait intéressant que les gens aussi nous donnent des commentaires. Puis également par rapport aux heures de pointe, peut-être qu'il y aurait possibilité de revoir si les heures de pointe d'utilisation d'eau potable sont bien définies. Encore là, le diable est dans les détails. Je pense que c'est bien de se poser des questions là-dessus, mais je le soulève simplement sans nécessairement avoir la réponse. C'est la même chose, l'article 6, là, le remplissage des piscines serait seulement autorisé entre minuit et 6 heures du matin. Mais est-ce qu'on peut peut-être agrandir la période là, pour le permettre? Encore là, le but, c'est d'utiliser de l'eau potable à des moments où la demande est la plus faible. Mais donc, peut-être qu'il y a possibilité d'étendre peut-être de 10 heures à 6 heures ou quelque chose comme ça, de donner plus de flexibilité aux gens quand même dans tout ça. Sinon, pour le reste, ça me semble être un excellent règlement qui reprend essentiellement ce qui existait déjà, là, notamment le fait qu'il y ait une interdiction de laver les entrées d'auto, les espaces de stationnement avec de l'eau potable. Donc, je pense que ça tombe sous le sens. Et une série aussi de règles comme ça, des fois qui sont un peu plus pour les commerces et tout ça. Là, mais, donc, bon règlement, encore là, des petits ajustements à faire. Je vous remercie. D'autres interventions? Oui. J'imagine que les heures qui ont été indiquées à l'intérieur du règlement, pour l'instant, sont des heures qui ont été vérifiées par notre service, notre responsable de l'eau potable? Non, ça peut être vérifié encore. OK. On peut le changer. Oui, c'est bon. Alors, encore une fois, c'est un projet, on va y travailler, on va essayer de l'améliorer, bien entendu. Alors, je vous remercie, Mme Anglard, pour ces deux lectures. Ce qui nous mène au point 11, adjudication de l'appel d'offres, le SEAO, AO-25-01, la restauration de l'ancienne église anglicane de Passepébiac. On parle de la bibliothèque. Et la phase 2, le drainage, dont le projet est 22-1173D. Alors, attendu que la Ville de Passepébiac, via le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le SEAO, a affiché un appel d'offres, soit le 22-1173D, et la référence est le 239-531, pour la restauration de l'Église anglicane de Passepébiac, la bibliothèque, la phase 2, qu'on parle du drainage. Attendu que 3 soumissionnaires ont répondu à cet appel d'offres dans les délais prévus, et que l'ouverture des soumissions a été faite en présence de témoins le 13 février 2025 à 11 heures, dont voici les noms des 10 soumissionnaires. Il y a eu d'abord N&R Duguay pour un montant de 344 764 et 4 taxes incluses. Les excavations Dubé et Cassivi incorporées pour un montant de 451 851 et 75 taxes incluses. Et les constructions scandinaves pour un montant de 277 777 et 77 taxes incluses. Alors, attendu que Mme Marie-Josée Deschênes, architecte, a procédé à l'analyse des soumissions déposées à la Ville de Passepébiac à la suite de cet appel d'offres et en a fait ses recommandations relativement aux exigences du cahier des devis. Attendu que les soumissions reçues sont valides, à l'exception de celles d'Excavation Dubé et Cassivi incorporées, et le plus bas soumissionnaire et les constructions scandinaves incorporées pour un montant de 277 777 et 77 taxes incluses, il est proposé par et résolu A d'adjuger le contrat à les constructions scandinaves pour un montant de 277 777 et 77 taxes incluses pour la restauration de l'Église anglicane de Passepébiac, la phase 2, le drainage. Cette dépense, elle est supportée par un solde disponible de l'enveloppe du programme de soutien en milieu municipal en patrimoine immobilier, qui est le volet 1B 2020-2043. Vous vous souvenez, ça faisait partie du projet avec le presbytère et l'hôtel de ville, c'est-à-dire la toiture. Et on avait fait, bien entendu, la toiture de l'Église anglicane. Il y a un sol là-dedans, alors on n'a pas un supplément financier à absorber. Et le drainage, c'est vraiment très important. Vous vous souviendrez, il y avait une garderie au sous-sol. Alors, je pense qu'on doit avoir des lieux adéquats à ce niveau-là. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, si vous n'avez pas d'intervention, à en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. M. Laplante, pour vous, ça va? Oui. Oui, Mme Côté? Oui. Oui, Mme Langlois également? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglehart et résolu à l'unanimité d'adjuger le contrat à les constructions scandinaves pour un montant de 277 777 et 77 taxes incluses pour la restauration de l'Église anglicane de Passepébiac, la phase 2, le drainage. Et cette dépense, bien, elle est supportée par un solde disponible de l'enveloppe du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, qui est le volet 1B 2020-2043.
On est maintenant rendu au point 12, qui est la délivrance et ou renouvellement d'un certificat d'autorisation du feu vert clignotant pour les pompiers de la ville de Passepébiac. Pardon. Alors, considérant l'article 226.2 du Code de la sécurité routière, ce qui permet, sur certaines conditions, à un pompier d'utiliser le feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence, lorsqu'il répond à un appel d'urgence provenant d'un service de sécurité incendie. Considérant les dispositions du règlement sur le feu vert clignotant, qui fixe les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être obtenue, ainsi que les normes techniques auxquelles le feu doit satisfaire et les modalités de son installation, considérant la résolution 2022-04-121 adoptée par la Ville de Passepébiac lors d'une séance du Conseil tenue le 11 avril 2022, qui permettait l'utilisation du feu vert clignotant par les pompiers de son service. Considérant qu'un pompier, membre de son service qui fait la demande, doit satisfaire aux conditions suivantes pour pouvoir obtenir ou renouveler le certificat d'autorisation pour l'utilisation du feu vert clignotant. Alors, il doit avoir complété la formation de l'École nationale des pompiers du Québec portant sur les règles d'utilisation d'un feu vert clignotant. Il doit être titulaire d'un permis de conduire valide et son dossier de conduite joint à la demande démontre qu'il n'a fait l'objet dans les 2 années qui précèdent d'aucune sanction en vertu de l'un ou l'autre des articles, soit le 180, 185 ou 191.2 du Code de la sécurité routière. On parle du chapitre C, 24.2, que son dossier d'emploi démontre qu'il respecte le protocole et les directives du service de sécurité incendie dont il est membre, et qu'en conséquence, sur une proposition d'œil, il sera résolu des membres du Conseil présents, d'autoriser le directeur du service incendie de la Ville de Passepébiac à délivrer ou renouveler aux pompiers à l'emploi du service de sécurité incendie qui en fait la demande le certificat d'autorisation d'utilisation du feu vert clignotant qui est joint à la présente résolution dans la mesure où il lui est démontré qu'il satisfait aux conditions suivantes. Alors, il a complété la formation de l'École nationale des pompiers de Québec portant sur les règles d'utilisation d'un feu vert clignotant, qu'il est titulaire d'un permis de conduire valide et son dossier de conduite joint à la demande démontre qu'il n'a fait l'objet dans les 2 années qui précèdent d'aucune sanction en vertu de l'un ou l'autre des articles 180, 185 ou 191.2 du Code de la sécurité routière et que son dossier d'emploi démontre qu'il respecte les protocoles et les directives du service de sécurité incendie dont il est membre. Alors, vous aurez compris, c'est pour permettre en fin de compte au chef pompier, qui est en fait un directeur du service incendie, de lui-même pouvoir, à ce moment-là, accorder le feu vert clignotant sous réserve de certaines conditions à respecter, surtout au niveau du Code de sécurité routière. Il y en a déjà. Il y en a déjà ici. Il y a déjà des pompiers volontaires qui en ont des feux clignotants. Alors, ça vient un petit peu alléger le travail administratif et permettre au chef pompier de le faire. Je pense que j'ai pas mal fait le tour avec ça. Si je n'avais pas d'observation d'autres interventions, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je vous remercie, M. Grenier. Mme Anglade, pour vous, ça va? Oui. Oui. M. Laplante aussi? Oui. Oui, Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général du service incendie, la Ville de Passepébiac, à délivrer ou renouveler aux pompiers à l'emploi du service de sécurité incendie qui en fait la demande le certificat d'autorisation d'utilisation du feu vert clignotant qui est joint à la présente résolution dans la mesure où il lui a démontré qu'il satisfait aux conditions suivantes. Je vous les répète, il a complété la formation de l'École nationale des pompiers du Québec portant sur les règles d'utilisation d'un feu vert clignotant. Il est également titulaire d'un permis de conduire valide et son dossier de conduite joint à la demande démontre qu'il n'a fait l'objet, dans les 2 années qui la précèdent, d'aucune sanction en vertu de l'un ou l'autre des articles 180, 185 ou 191.2 du Code de la sécurité routière et que son dossier d'emploi démontre qu'il respecte les protocoles et les directives du service de sécurité incendie dont il est membre. Alors, je vous remercie. Au point 13, entente relative à la fourniture du personnel technique de la Fédération québécoise des municipalités, soit la FQM. Attendu que la FQM a mis en place un service de l'ingénierie, des infrastructures et de l'adaptation au changement climatique pour accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service. Attendu que la Ville désire effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et ses équipements municipaux et, à ces fins, utiliser les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM. Attendu qu'il y a lieu de conclure une entente avec la FQM à cet effet, dont les modalités sont applicables pour l'ensemble des municipalités désirant utiliser de tels services de la FQM. Alors, il est proposé par et résolu à, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise la Ville
que le Conseil autorise que la Ville utilise les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM afin d'effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et ses équipements municipaux et qu'à cette fin, la Ville conclue une entente avec la Fédération québécoise des municipalités. Que M. le maire et le directeur général et greffier de la Ville de Passepébiac soient autorisés à signer pour le compte de la Ville l'entente visant la fourniture de services techniques par la FQM applicable pour l'ensemble des municipalités et que le directeur général et greffier soient autorisés à effectuer toute formalité découlant de cette entente. Alors, vous aurez compris, en fin de compte, c'est qu'on a des fois certains éléments dans la Ville, certaines infrastructures auxquelles on n'a pas nécessairement l'expertise dans la région pour nous préparer des plans ou encore des modèles de travaux à faire. On fait déjà affaire avec des firmes d'ingénierie dans la région, c'est bien correct, mais il y en a, si je prends l'exemple de la gestion des eaux, auquel on va avoir éventuellement peut-être un enjeu à cet égard-là. Alors, la Fédération a en place maintenant ce support d'ingénierie technique-là qui peut venir en aide aux villes. C'est gratuit, ça ne nous engage d'aucune façon. Et, non, excusez-moi, c'est vrai, vous avez raison, c'est pas gratuit, ça nous prend une entente. Vous avez raison, c'est pas ça que je voulais vous dire. Ça ne nuit pas au fait qu'on peut faire affaire avec nos services d'ingénierie ici. Ça ne vient pas bloquer ça. C'est ça que je voulais tout simplement vous... le service, on le paye comme n'importe quelle firme, là, mais ça ne nous empêche pas de faire affaire avec nos firmes existantes en région. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter ou des compléments à ça. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris ce que je veux dire par rapport à ça. En fin de compte, c'est qu'on paye les coûts des services d'ingénierie, mais ça ne nous empêche pas de faire affaire avec nos firmes ici locales. Alors, je vous remercie, Mme Côté. Ça va pour vous également, Mme Langlois? Oui. Et M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise que la Ville utilise les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM afin d'effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et qu'à cette fin, que la Ville conclue une entente avec la Fédération québécoise des municipalités. Que M. le maire et le directeur général et greffier de la Ville de Passepébiac soient autorisés à signer pour le compte de la Ville l'entente visant la fourniture de services techniques par la FQM applicable pour l'ensemble des municipalités, que le directeur général et greffier soit autorisé à effectuer toute formalité découlant de cette entente. On est rendu au point 14, réaffichage de postes sur appel hiver, interne, externe, opérateur de machinerie lourde. Considérant les besoins d'effectifs comme opérateur de machinerie lourde pour la période hivernale à la Ville, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général à procéder au réaffichage d'un poste sur appel interne et externe comme opérateur de machinerie lourde pour la période hivernale. En fait, c'est qu'on ouvrait des postes tout le temps, mais il y avait une date de fin. Alors, on ouvrait un poste de telle date à telle date, puis après cette date-là, quelqu'un pouvait manifester son intérêt, il n'y avait pas de poste ouvert. Alors, en faisant ça, bien là, il est ouvert tout le temps. Quelqu'un veut appliquer à n'importe quel moment de l'année, il peut le faire. Donc, ça nous ouvre les portes plus grandes pour avoir bien entendu, des opérateurs surtout l'hiver. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît, si vous n'avez rien à ajouter là-dessus. Je propose. Madame Langlois, je vous remercie. M. Laplante, pour vous, ça va? Oui. Oui, Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglade et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à procéder au réaffichage d'un poste sur appel interne-externe comme opérateur de machinerie lourde pour la période hivernale. En 15, mise à jour des signataires municipaux à la Banque Laurentienne de Passepébiac pour le compte bancaire de la Bibliothèque municipale et de la Ville de Passepébiac. Alors, considérant la nécessité de désigner des signataires municipaux afin de remplir les obligations financières à la Banque Laurentienne de Passepébiac émanant du compte bancaire de la Bibliothèque municipale de la Ville de Passepébiac. Considérant qu'il y a lieu d'actualiser les noms apparaissant dans la résolution 2018-12-358 et 2022-11-355. Considérant que le nom de M. Hébert Huard, ancien conseiller de la Ville de Passepébiac, demeure radié, tel que décrit sur la résolution 2022-11-355, considérant qu'il y a lieu de radier le nom de Mme Chantal Robitaille, ancienne directrice de la culture et du patrimoine, au compte de la Banque Laurentienne de Passepébiac pour la bibliothèque municipale, qui n'est plus à l'emploi de la Ville. Considérant que 2 signatures soient requises en tout temps sur les chèques parmi les signataires nommés dans cette résolution, il est donc proposé par et résolu A de reconduire les signataires suivants en lien avec le compte bancaire à la Banque Laurentienne de Passepébiac pour la bibliothèque municipale de la Ville de Passepébiac, dont Mme Annie Chapadeau, directrice des finances et trésorière, et Mme Nicole Hardy, agente à la bibliothèque, et d'ajouter comme signataire pour le compte bancaire de la Banque Laurentienne de Passepébiac
Pour la bibliothèque municipale de la ville de Passepébiac, le nom de M. Dominique Briand, directeur du patrimoine, de la culture et du patrimoine. Alors, vous aurez compris, en fin de compte, on avait déjà fait un changement en 2022, M. Huard n'étant plus là, Mme Robitaille ayant maintenant quitté ses fonctions. Alors, on doit le réajuster. Moi, M. Langlois, déjà, je pense qu'on a toujours le droit de le faire. Mme Chapadeau et Mme Hardy, qui est, en fin de compte, l'agente à la bibliothèque. Alors, c'est normal qu'elle soit là. Et monsieur, on aimerait également M. Briand, puisque au niveau culturel, le lien se fait très, très bien avec la bibliothèque municipale. Alors, c'est important qu'on ait ces gens-là. C'est tout simplement ça. En fin de compte, c'est qu'on remplace Mme Robitaille par M. Briand. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie. Mme Anglard, pour vous, ça va? Oui. Merci. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et M. Grenier? Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité de reconduire les signataires suivants en lien avec le compte bancaire de la Banque Laurentienne de Passepébiac pour la bibliothèque municipale de la ville de Passepébiac. Alors, on conduit Mme Annie Chapadeau, directrice des finances et trésorière, Mme Nicole Hardy, agente à la bibliothèque, et d'ajouter comme signataire pour le compte bancaire à la Banque Laurentienne de Passepébiac pour la bibliothèque municipale de la ville de Passepébiac le nom de M. Dominique Briand, directeur de la culture et du patrimoine. Au point 16, contrat pour vérification des 3 débitmètres. Attendu que la ville de Passepébiac a procédé par invitation à déposer une offre de service professionnel pour la vérification des 3 débitmètres en lien avec le traitement des eaux. Attendu que 2 soumissions ont été reçues par voie de courriel dans les délais requis. La firme Ganex pour un montant de 2 215,50 $ avant taxe pour 1 an. Le numéro de soumission est le S03362. Et la firme Nordico pour un montant de 6 555 $ avant taxe, mais pour 3 ans. Alors, l'intervention serait pour 2025, 2026, 2027 et la référence est le OPT 25-0175. Alors, il est proposé par et résolu à de conclure avec la firme Nordico un contrat de 3 ans pour la vérification des 3 débitmètres, le puits 1, 2 et 3, pour le service de traitement des eaux de la ville de Passepébiac, totalisant la somme de 6 555 $ avant taxe, tel que décrit sur l'offre de service professionnel. D'autoriser le directeur général, via le service de la comptabilité, à procéder au paiement de 6 555 $ avant taxe à la firme Nordico. Cette dépense, elle est assujettie aux dépenses courantes. Alors, vous aurez compris, ça nous coûte moins cher sur une période de 3 ans. Il faut en faire l'analyse à tous les ans. Alors, Nordico nous donnait un horizon plus loin, un coût plus abordable. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. Je vous remercie, M. Grenier. Mme Anglard, pour vous, ça va? Oui. M. Laplante également? Oui. Oui, Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité de conclure avec la firme Nordico un contrat de 3 ans pour la vérification des 3 débitmètres, le puits 1, 2 et 3, pour le service du traitement des eaux à la ville de Passepébiac, totalisant la somme de 6 555 $ avant taxe, tel que décrit sur l'offre de service professionnel, et d'autoriser le directeur général, via le service de la comptabilité, à procéder au paiement de 6 555 $ avant taxe à la firme Nordico. Cette dépense, bien entendu, est assujettie aux opérations courantes. Au point 17, demande de dérogation mineure. Alors, immeuble situé au 192 boulevard Gérard-Delévesque Ouest, considérant que M. Yvon Castillou a présenté une demande de dérogation mineure au sens des articles 145.1 à 145.8 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme du règlement de zonage 2009-325 de la ville de Passepébiac, concernant l'immeuble situé au 192 boulevard Gérard-Delévesque Ouest à Passepébiac. Considérant que cette demande de dérogation mineure vise à rendre réputée conforme la construction d'un bâtiment accessoire de 9,76 mètres par 10,67 mètres, portant la superficie totale des bâtiments accessoires à 127 mètres carrés et que, de ce fait, excédant celle du bâtiment principal de 21,32 mètres carrés, alors que l'article 71 du règlement 2009-325 de zonage stipule que la superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. Mais considérant que le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, s'est réuni le 14 février 2025 et après analyse de la demande, il a été résolu à l'unanimité que le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la demande telle que présentée, soit d'autoriser la construction du bâtiment accessoire à condition que le revêtement extérieur soit en harmonie avec le bâtiment principal. Considérant que cette demande de dérogation mineure a été soumise à la consultation des citoyens lors d'un avis public publié le 19 février 2025, où toute personne pouvait se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande lors d'une assemblée publique qui s'est tenue le 10 mars 2025.
Considérant qu'il n'y a pas eu d'opposition à cette demande à la date butoir, en conséquence, il est proposé par et résolu A d'accepter la demande de dérogation mineure de M. Yvon Castillou telle que présentée. Alors, on en a parlé tantôt à la rencontre de 19 h. Alors, vous savez c'est quoi? En fait, c'est le bâtiment qui est situé, c'est à Pasqualiac-Ouest. Alors, l'explication, je pense, fait la job là-dedans. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, simplement. Je propose. Je vous remercie. Monsieur Laplante, ça va pour vous? Oui. Oui, Mme Côté également? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglade et résolu à l'unanimité d'accepter la demande de dérogation mineure de M. Yvon Castillou, telle que présentée. Au point 18, demande de dérogation mineure, qui est l'immeuble situé au 45 5e Avenue Est. Considérant que M. Joël Meyer a présenté une demande de dérogation mineure au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, du règlement de zonage 2009-325 de la Ville de Passepébiac, concernant l'immeuble situé au 45 de la 5e Avenue Est à Passepébiac. Considérant que cette demande de dérogation mineure vise à rendre réputée conforme la construction d'un bâtiment principal avec une marge de recul avant supérieure à celle prévue à l'article 25.2.2 du règlement 2009-325 de zonage, qui stipule que lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre deux bâtiments principaux existants, dont la marge de recul avant de chacun est supérieure ou inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant du dit bâtiment est égale à la moyenne des bâtiments existants. Considérant que le Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, s'est réuni le 14 février 2025 et après analyse de la demande, il a été résolu à l'unanimité que le CCU recommande au Conseil municipal d'accepter la demande telle que présentée, soit d'autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge de recul avant supérieure à celle prescrite à l'article 25.2.2. Considérant cette demande de dérogation mineure, que cette demande de dérogation mineure a été soumise à la consultation des citoyens lors d'un avis public publié le 19 février 2025, où toute personne pouvait se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande lors d'une assemblée publique qui s'est tenue le 10 mars 2025. Considérant qu'il n'y a pas eu d'opposition à cette demande à la date butoir, il est proposé par et résolu A d'accepter la demande de dérogation mineure de M. Joël Meyer, telle que présentée. Alors, encore une fois, vous aurez compris, je vais parler, je pense que Mme Aguilar, vous étiez là, en fin de compte, c'est rapporter la maison dans le même sens que ses voisins, les deux voisins respectifs, si je ne me trompe pas. C'est de tant de mètres pour qu'elle soit égale aux autres, tout à fait. Alors, sur ce, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. On ferait la proposition. Je vous remercie. Mme Anglade, pour vous, ça va également? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'accepter la demande de dérogation mineure de M. Joël Meyer, telle que présentée. En 19, approbation par le conseil municipal d'un nouveau logo pour le centre culturel. Considérant la demande acheminée au conseil municipal pour la mise en place d'un nouveau logo identifiant la culture et le patrimoine de la ville de Passepébiac, et ce, en remplacement de celui déjà existant. Considérant que cette démarche est en quelque sorte de rendre hommage à une époque bien définie du volet culture et patrimoine de la ville de Passepébiac, qui sera immortalisé par ce nouveau logo. Considérant qu'aucun aspect négatif n'est relié à ce nouveau logo pour la ville de Passepébiac, considérant que l'ancien logo a su immortaliser les grandes réalisations faites par l'ancienne administration et que celui-ci proposé marquera un nouveau chapitre de son histoire. Alors, il est proposé par et résolu A d'approuver le nouveau logo pour le volet culture et patrimoine de la ville, d'autoriser M. Dominique Briand, directeur de la culture et du patrimoine, à faire les démarches nécessaires afin que celui-ci soit mis en place pour le centre culturel. Alors, c'est ça. En fin de compte, on a soumis ça. C'était apporter un renouveau, puis un nouvel élan dans l'histoire culturelle et patrimoniale de Passepébiac. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, oui, allez-y. Monsieur le maire, si vous me permettez. Oui. Pour ce qui est du résultat final, le logo qui nous a été présenté, je trouve que le résultat est quand même intéressant. Donc, à la base, c'est un concours qui avait été lancé auprès de citoyens. Là, finalement, c'est une personne professionnelle qui a fait le logo. Donc, ce n'est pas nécessairement le résultat du concours, mais je trouve que le résultat final est quand même pas si mal. Et pour cette raison-là, ce soir, je vais appuyer le nouveau logo. Par contre, je tiens quand même à adresser quelques bémols par rapport au processus d'adoption de ce logo-là. Premièrement, j'aurais préféré que le conseil municipal soit consulté là-dessus en avance, plutôt que d'apprendre un peu la nouvelle sur les médias sociaux. Je pense que c'est une décision quand même qui relevait du conseil, qu'on
on aurait dû être consulté avant que ça arrive. Je pense que ça manquait peut-être un peu de finesse aussi de la manière que ça a été présenté, de la manière que ça a été chapeauté. Bon, là, finalement, ça a été fait par une firme professionnelle et je pense que c'était le résultat un peu inévitable de la chose. Et puis, par la suite, là, le discours à l'effet qu'on souhaite rendre hommage via l'adoption d'un nouveau logo, moi, je ne suis pas convaincu. Ça me rend un peu mal à l'aise quand on dit ça, mais quoi qu'il en soit, étant donné que le résultat final est quand même intéressant, puis que j'ai exprimé les bémols, je vais voter pour. Tout simplement, j'aurais une question. Est-ce qu'on est en mesure de savoir quels sont les coûts associés à la fois à la conception du nouveau logo, mais aussi à la mise en place du nouveau logo, c'est-à-dire qu'il va falloir changer du matériel, logo sur le site web. Est-ce qu'on a un aperçu de ça? Je n'ai pas de chiffres précis. Je ne sais pas, M. Langlois, si vous avez des chiffres, je ne pense pas non plus. On n'a pas eu à s'ajuster. On n'a plus de demande non plus par rapport à un coût quelconque. Non. Même pour ce qu'on a reçu comme information, là, ce que ça a été présenté en fin de compte. Il n'y a pas eu d'évaluation de dire combien ça va coûter. Ça va se faire au fur et à mesure. On ne va pas faire un changement majeur, là, mais somme toute, là, on va ajouter le logo. C'est pas tellement difficile d'ajouter le logo sur le site Internet. À quelques endroits, on va mettre ce nouveau logo-là dans nos papeteries, mais il est affiché de toute façon. Là. Ça va être des coûts minimes. Puis on a fait un exercice de consultation publique qui nous a coûté 100 $. C'est vraiment pas dispendieux. Là. C'est très abordable. Excellent. Je vous remercie de la précision. Oui. Est-ce qu'on peut... c'est parce on le voyait dans le troisième considérant, lorsqu'on nous disait qu'aucun aspect négatif n'est relié à ce nouveau concept pour la ville. J'en comprenais aussi qu'il n'y avait probablement pas d'aspect négatif au niveau financier. En tout cas, du moins peut-être pas majeur. Parce que ça va ajuster notre tir au fur et à mesure que le logo va prendre sa place. En général, le logo, l'impression qu'on a quand on fait nos impressions normales, en fin de compte, c'est pas quelque chose qu'on va produire ou... On n'aura pas à changer d'affiche d'extérieur, on n'aura pas à changer aucune infrastructure majeure. Ça va se faire à travers la papeterie essentiellement. À terme, il est possible que... je vois peut-être un punch, mais peut-être que les employés qui travaillent ici auront peut-être un petit logo affiché sur leurs vêtements pour les désigner comme étant des employés au centre culturel. Merci. D'autres choses à ajouter? Peut-être en 30 secondes? Oui, allez-y. Donc, je vous remercie pour les précisions. Donc, c'est bien éclairant. Alors, pour les coûts de l'aspect financier, ça répond très bien. Je suis satisfait. Comme j'ai dit, le résultat final, les gens, j'imagine, pourront le voir peut-être dans les médias de la ville, le site Internet, médias sociaux dans les prochains jours. On n'a pas d'écran pour le diffuser. Donc, le résultat final est quand même intéressant. Puis, encore une fois, quelques bémols au processus. C'est juste prendre note à l'avenir, peut-être d'essayer de faire attention à ça, de respecter les règles établies avec le Conseil, tout simplement. Excellent. Merci de votre observation. J'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition. Je propose. Je vous remercie, Mme Langlois. Mme Anglade, pour vous, ça va? Oui. M. Laplante également? Oui. Mme Côté? Oui. Et M. Grenier? Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'approuver le nouveau logo pour le volet culture et patrimoine de la Ville, d'autoriser M. Dominique Briand, directeur de la culture et du patrimoine, à faire les démarches nécessaires afin que celui-ci soit mis en place pour le centre culturel. Au point 20, autorisation entente de la Ville avec M. Hugo Henry concernant le déneigement d'un chemin fermé durant la période hivernale. Considérant que la Ville a compétence en matière de voirie sur ses chemins publics. Considérant que la Ville a reçu une demande émanant de M. Hugo Henry afin de déneiger une section du chemin sous juridiction de la Ville de Passepébiac. Considérant que ce chemin n'est pas déneigé par les services des travaux publics de la Ville durant la période hivernale. Considérant que cette demande est acceptée, que si cette demande est acceptée, elle sera conditionnelle à ce que le demandeur dépose une preuve d'assurance responsabilité d'au moins 2 millions de dollars. Alors, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général et le maire à signer une entente avec M. Hugo Henry afin de permettre au requérant ou à son représentant de déneiger une section du chemin fermé pour la saison se terminant au printemps 2025, sous condition de respecter toutes les dispositions de la dite entente. Alors, vous avez compris, le monsieur qui doit faire les travaux, on le voit dans des municipalités différentes également, ont des travaux à faire, qui ont besoin de déneigement. Alors, c'est pas quelque chose qui est très, très compliqué, puis c'est pas une longue distance non plus. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition. Je propose. Merci, Mme Langlois. Mme Anglade, pour vous, ça va? Oui. M. Laplante également? Oui. Mme Côté aussi? Oui. Et M. Grenier? Oui.
Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général et le maire à signer une entente avec M. Hugo Henry afin de permettre aux requérants ou à son représentant de déneiger une section de chemin privé pour la saison se terminant au printemps 2025, sous condition de respecter toutes les dispositions de la dite entente. Au point 21, autorisation, entente entre la Ville et M. Pierre-Luc Blais concernant le déneigement d'un chemin fermé durant la période hivernale. Alors, concernant que la Ville a compétence en matière de voirie sur ses chemins publics, considérant que la Ville a reçu une demande émanant de M. Pierre-Luc Blais afin de déneiger une section de chemin sous juridiction de la Ville de Passepébiac, considérant que ce chemin n'est pas déneigé par les services des travaux publics de la Ville durant la période hivernale, considérant que si cette demande est acceptée, elle sera conditionnelle à ce que le demandeur dépose une preuve d'assurance responsabilité civile d'au moins 2 millions de dollars. Alors, encore une fois, il est proposé par et résolu d'autoriser le directeur général et le maire à signer une entente avec M. Pierre-Luc Blais afin de permettre au requérant ou à son représentant de déneiger une section de chemin privé pour la saison se terminant au printemps 2025, sous condition de respecter toutes les dispositions de la dite entente. Ça donne bien parce que lui, je l'ai rencontré aujourd'hui, fait qu'on a pu en parler. Il y a vraiment toutes les dispositions, même qui avait fait même des ententes avec le club de motoneige, parce qu'il y allait, c'était pas mal assez précis à cet égard-là. Puis c'est vraiment pas une très longue distance non plus qu'il y aura à parcourir, là. Alors, je pense pas que ça occasionne un problème majeur. Puis c'est un contracteur qui est déjà assez bien organisé à cet égard-là. Fait que c'est pas problématique. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. Mme Anglade, pour vous? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général et le maire à signer une entente avec M. Pierre-Luc Blais afin de permettre aux requérants ou à son représentant de déneiger une section de chemin fermé pour la saison se terminant au printemps 2025, sous condition et respect de toutes les dispositions de la dite entente. Au point 22, demande pour une servitude de 1 mètre de large par 1 km de longueur le long du lot 5 577 332, c'est-à-dire M. Jean-Michel Joseph. Considérant la demande de servitude de M. Jean-Michel Joseph pour l'installation d'un câble souterrain sur le lot 5 577 332 appartenant à la Ville de Passepébiac qui servira à alimenter d'éventuels projets. Considérant que cette servitude consentie gratuitement par la Ville de Passepébiac serait de 1 mètre de large par 1 km de longueur. Considérant que cette opération est nécessaire afin de mener à terme les 10 projets du demandeur et qu'elle n'affecte en rien l'intégrité des lieux. Considérant que tous les frais reliés à ce projet seront à la charge du demandeur, soit M. Jean-Michel Joseph, dont arpenteur, notaire ou tout autre professionnel au dossier. Considérant que la Ville de Passepébiac se dégage de toute responsabilité advenant un bris quelconque et ou toute réclamation à la suite des dits travaux, alors il est proposé par et résolu à de permettre l'exécution des travaux du demandeur, soit l'installation d'un câble souterrain de 1 mètre de large par 1 km de long sur le lot 5 577 332. Alors, encore une fois, on a parlé, c'est un projet. C'est un jeune homme qui a un projet de développer des lacs, la pêche, et ainsi de suite. Il y a même déjà d'autres projets du même envergure dans des municipalités environnantes. Alors, c'est intéressant. Ça va encore une fois peut-être alimenter un achalandage quelconque à Passepébiac. Et les frais, il est responsable de tout. C'est souterrain, donc on ne brise rien. En fin de compte, on a un point visuel qui va être brisé aussi à cet égard-là. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, si vous n'avez pas d'autres commentaires, qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Alors, je vous remercie. Mme Côté, Mme Anglade, pour vous, ça va? Oui. M. Laplante? Oui. Oui, Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité de permettre l'exécution des travaux du demandeur, soit l'installation d'un câble souterrain de 1 mètre de large par 1 km de longueur sur le lot 5 577 332. Au point 23, demande d'appui, construction d'une nouvelle urgence et des soins intensifs de l'hôpital de Maria. Considérant que l'hôpital de Maria est une institution régionale desservant 24 municipalités, 35 000 personnes sur un territoire de 7 880 km². Considérant qu'en 2012, un plan directeur clinique et immobilier avait constaté les grandes lacunes fonctionnelles des aménagements, notamment celles de l'urgence et des soins intensifs. Considérant que le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Gaspésie a prioritairement requis la construction de l'urgence et des soins intensifs au Centre hospitalier de Maria. Considérant que la vétusté des lieux met en danger la santé et la sécurité des employés et des patients et nuit à la rétention de personnel. Considérant que l'hôpital de Maria est celui qui dessert le plus grand nombre de personnes dans la région.
Considérant que l'intimité, la confidentialité et la prévention des infections des usagers sont déficients. Considérant que les préfets d'Avignon et Bonaventure reconnaissent l'importance et l'urgence de réaliser ce projet de construction. Considérant l'appui unanime des membres du personnel et du comité des usagers du centre hospitalier de Maria. Considérant que la région de la Gaspésie désire poursuivre sa contribution à la richesse économique du Québec, nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de procéder à l'inscription sur le plan québécois des infrastructures 2025-2035, la construction de l'urgence et des soins intensifs à l'hôpital de Maria. Alors, tout simplement, c'est un avis que je vous partage, comme quoi qu'on va le faire, on va procéder dans le même sens. On va aller dans le même sens que les différentes MRC de la région, en reconnaissant, bien entendu, l'importance des soins de la santé et de la sécurité des patients. Oui. Monsieur le maire, si vous me permettez. Oui, allez-y. Alors, c'est vraiment une bonne proposition. Il y a aussi une pétition qui circule sur les sites web de l'Assemblée nationale. C'est possible de la signer pour appuyer essentiellement la même chose. On demandait d'inscrire au plan québécois des infrastructures la réflexion de l'hôpital de Maria. Je ne sais pas s'il est trop tard pour signer. Ça se peut que la date limite approche. Donc, si ce n'est pas déjà signé, je vous invite à aller le faire. Et sur ma page Facebook, j'avais partagé le lien pour faire ça. Je pense que c'est important qu'au niveau régional, on parle d'une seule voix pour que ce projet-là se concrétise. C'est un projet important. Là, avec le contexte actuel, je pense qu'on a peut-être une chance, étant donné que les investissements en infrastructure en période économique difficile, c'est toujours quelque chose qui revient. Alors, le contexte, je pense, est favorable. C'est important de saisir l'opportunité. Alors, c'est quelque chose que des gens de la municipalité de Maria m'avaient transmis. Ça me fait plaisir d'avoir apporté ça à la ville et je suis convaincu que c'est quelque chose qui fait un grand consensus dans la population. Tout à fait. Et oui, tout à fait. Et quand ça fait partie, on parle de santé, alors je pense que ça touche tout le monde. Alors, soyez très à l'aise de vous assumer, de vous afficher à cet égard-là. On est maintenant rendu... donc, oui. je propose. Oh, oui, excusez-moi. Non, je n'avais pas besoin de proposition, c'est simplement une lettre d'appui qu'on a... Parfait. On est rendu maintenant au point 24. La Société canadienne de la Croix-Rouge, le dossier 507-163, renouvellement de la contribution financière annuelle de mai 2025 à avril 2026. C'est un montant de 656,04 $. On parle de la population ici qui est notée de 3 925 selon le MAMACH, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui représente 21 sous per capita. Alors, considérant la nouvelle entente de service avec la Société canadienne de la Croix-Rouge et la Ville de Passepébiac, entérinée par voie de résolution numéro 2024-03-76, considérant que le renouvellement de la contribution financière annuelle arrive bientôt à échéance, alors, il est proposé par et résolu A que le service de la comptabilité émette une contribution financière annuelle de 656,04 $ couvrant la période de mai 2025 à avril 2026, soit 21 sous per capita. Alors, vous avez compris, on a toujours fait, ça a augmenté légèrement au niveau, mais c'est pas grand-chose. Monsieur Langlois, je pense qu'on est encore autour de 600, peut-être 30 quelques dollars l'an passé. On est à 656, on est pas mal dans les mêmes zones. Alors, j'aimerais quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. En fait, proposition. Bon, merci, Mme Anglard, pour vous, ça va aussi? Oui. Monsieur Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité que le service de la comptabilité émette une contribution financière de 656,04 $ couvrant la période de mai 2025 à avril 2026, soit 21 sous per capita. Monsieur le maire, oui, pour le point de l'hôpital de Maria, je pense que ce serait l'idéal d'avoir un vote, d'avoir une résolution si on veut vraiment mettre le poids de la ville de Passepébiac pour appuyer le dossier, parce que sinon, on n'a pas vraiment d'assises légales pour dire la ville appuie le projet. Donc, peut-être juste prendre un vote là-dessus. On peut le faire, ça nous enlève absolument rien. Oui, c'est ça. Oui, je propose, M. Laplante propose, tout le monde est d'accord, je suppose? Oui. Alors, proposé à M. Laplante, M. Langlois est résolu à l'unanimité que nous ayons cette tête d'appui-là. C'est bien? On est rendu au point 25. Bouge jusqu'au bout du monde pour la Fondation Étincelle Jeunesse. Ça, c'est beau à voir. Considérant que dans le cadre de leur 3e édition, le Centre des services scolaires René Lévesque et la Fondation Étincelle Jeunesse désirent organiser une course à relais entre Matapédia et Percé la fin de semaine du 24 et 25 mai prochain pour environ 120 à 160 participants. Considérant que ces jeunes s'entraînent hebdomadairement pour l'événement, considérant que cette course a pour objectif de promouvoir les saines habitudes de vie et le plaisir de bouger. Considérant que la Fondation Étincelle Jeunesse sollicite l'autorisation de la Ville de Passepébiac pour courir sur l'accotement de la route 132 en fin de journée le samedi lors de l'événement.
Alors, pour ces motifs, il est proposé par et résolu à que la Ville de Passepébiac autorise le passage des élèves sur l'accotement de la route 132 lors de la course qui se tiendra les 24 et 25 mai prochains, entre 15h et 20h. Cependant, les personnes responsables de la coordination devront obtenir au préalable les autorisations requises du ministère des Transports et de la Mobilité durable et de la Sûreté du Québec. Alors, c'est pas compliqué. Ils l'ont fait l'an passé. Une activité qui est récurrente à tous les ans. On les avait encouragés, cet égard-là. Fait que c'est également indiqué que les personnes participant à cette activité soient visibles et aient une attitude sécuritaire. Alors, j'aurais besoin de tout simplement de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. Mme Langlade, pour vous, ça va? Oui. M. Laplante également. Oui. Mme Langlois? Oui. M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité que la Ville de Passepébiac autorise le passage des élèves sur l'accotement de la route 132 lors de la course qui se tiendra les 24 et 25 mai prochains entre 15h et 20h. Cependant, les personnes responsables de la coordination devront obtenir au préalable les autorisations requises du ministère des Transports et de la Mobilité durable et de la Sûreté du Québec et que les personnes participant à cette activité soient visibles et aient une attitude sécuritaire. Au point 26, les dons. Alors, le comité du Centre communautaire de Saint-Bédis, il est proposé par et résolu d'octroyer un don au comité du Centre communautaire de Saint-Bédis afin de souligner la Journée internationale des femmes le samedi 8 mars 2025 en leur offrant 4 billets pour le spectacle de leur choix qui sera présenté au Centre culturel en 2025. Cette dépense supportée par le comité des dons. Vous comprendrez qu'on est peut-être quelques jours, mais on a fait procéder quand même. On veut l'officialiser dans notre document. Alors, à tous les ans, on participe pour la Journée internationale des femmes. Ça s'est passé, je pense que ça s'est passé hier, parce que samedi, il ne faisait pas beau. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse opposition, tout simplement, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie, Mme Anglade, M. Laplante, ça va pour vous? Oui. Oui, Mme Côté également? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglade et résolu à l'unanimité d'octroyer un don au comité du Centre communautaire de Saint-Bédis afin de souligner la Journée internationale des femmes le samedi 8 mars 2025 en leur offrant 4 billets pour le spectacle de leur choix qui serait présenté au Centre culturel de Passepébiac en 2025. Cette dépense, bien entendu, est supportée par le comité des dons. Alors, on est rendu au rapport des membres du Conseil. Je vous invite, je vous laisse maintenant la parole, Mme Anglade. On va commencer. Bonsoir à tous, présents et à la maison. Pour ma part, ce mois-ci, j'ai participé à une réunion du CCU. Et je tiens aussi à féliciter le comité du Centre communautaire pour leur Journée de la femme qui s'est tenue hier. Chapeau à vous toutes, mesdames. N'oubliez pas l'exposition L'art, journal, au-delà des mots, au-delà des pages et des mots, qui se poursuit jusqu'au 31 mars, ici au Centre culturel. Il reste encore aussi quelques billets pour le spectacle de l'humoriste Martin Vachon, le 28 mars prochain. Et bien sûr, je continue de participer aux tables de travail avec mes collègues. Merci. Alors, je vous remercie, Mme Anglade. M. Laplante, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Pour commencer, j'aimerais dire quelques mots sur ma proposition d'analyse commerciale, qui est un outil qui pourrait permettre à la Ville de faire la promotion commerciale de son territoire dans tous les secteurs d'activité, incluant l'alimentation, mais pas juste l'alimentation. C'est une proposition qui, selon moi, est une amélioration importante de la proposition que j'avais présentée auparavant, qui était de réaliser une étude de marché sur l'opportunité d'avoir un nouveau marché d'alimentation à Passepébiac. Alors, puisqu'on n'avait pas de développement dans ce dossier, j'ai décidé au mois de février, je crois, de relancer le dossier avec quelque chose de meilleur qui, selon moi, augmenterait les chances de succès. Alors, j'ai fait des démarches là-dessus en public et j'en suis satisfait. Je pense que j'ai fait mon travail d'élu et comme n'importe quel élu normal dans une démocratie normale. Comme je l'ai dit sur les médias sociaux, le mois dernier, je n'ai pas tenté de faire inscrire la proposition d'analyse commerciale à l'ordre du jour, puisqu'il y a des informations qui m'avaient été transmises à l'effet qu'il y a des démarches qui allaient être entreprises dans le même sens au niveau régional. Alors, je m'étais dit, bonne nouvelle, hein? On verra ce que ça donne, puis c'est intéressant. Malheureusement, il y a plus de détails qui sont arrivés, puis j'ai fini par réaliser qu'on parlait en réalité d'un mandat octroyé en octobre 2024 à la firme Aviseo par les MRC Avignon et Bonaventure afin de réaliser une étude de potentiel économique. Alors, ce n'était pas quelque chose de si nouveau que ça. Cela étant dit, ça me semble être une bonne étude. Ça me semble être une étude utile, une étude avec beaucoup de potentiel. Mais à mon avis, ce n'est pas une analyse commerciale. On ne parle pas de la même chose. Et j'ai fait une demande d'accès à l'information. J'ai consulté l'offre de service de la firme Aviseo qui définit le mandat qu'il propose de mettre de l'avant. Et je vous confirme qu'on ne parle pas de la même chose, du moins
à 90 %. Parce que je trouve qu'il y a un 10 % de similarité à l'effet que Aviseo va faire un inventaire des terrains commerciaux, puis sonde aussi présentement la population pour savoir si les services de proximité dont les commerces sont adéquats. Par contre, pour le reste, le mot commerce est pratiquement absent de l'offre de services pour cette étude. On se concentre, je trouve, sur l'économie au sens large, alors que ce dont on a besoin, à mon avis, en plus, ce qui était ma proposition, en fait, c'est une analyse précise de l'offre et de la demande commerciale dans chaque secteur d'activité pour être capable, et aussi une analyse des fuites commerciales, pour ensuite être capable de dire aux entrepreneurs puis aux promoteurs, regardez, il y a une opportunité d'affaires à saisir à Passaibiac, vous ne l'avez peut-être pas encore vu, mais peut-être pourquoi ne pas faire quelque chose ici. Et finalement, je vois mal comment on peut faire du démarchage sans avoir de chiffres précis et en ayant les mains vides, finalement. Et c'est ça la difficulté actuellement, c'est que même si on essaie de faire du démarchage, on n'a pas énormément d'arguments entre nos mains pour attirer qui que ce soit. Et forcément, je pense que ça va nous prendre un document structurant à la Ville pour être capable de faire ces démarches-là. Si on veut faire ces démarches-là, bien sûr. Mais bon, je sais que c'est une idée qui peut rencontrer une certaine opposition chez, je dirais, une minorité de la population. À entendre certaines personnes parler, je me demande presque si j'aurais tort d'avoir mis cette proposition sur la table. Mais en ayant lu le document de la firme Aviseo, j'ai appris qu'ils offrent aux villes de réaliser des stratégies de développement commercial, ce qui est à peu près la même chose que ce que j'ai proposé finalement et ce que d'autres firmes désignent comme étant des analyses commerciales. Donc, finalement, moi, ça me rassure d'avoir lu ça. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. Ça veut dire que, oui, les villes peuvent jouer un rôle économique. Et en fait, je pense que les villes devraient jouer un rôle économique pour revitaliser notre région et aussi pour tenter d'améliorer l'offre commerciale là où c'est possible. Je dis bien là où c'est possible. Ça se peut qu'il y ait des secteurs où ce ne le sera pas. Mais si ce l'est, pourquoi ne pas essayer? Et donc, je suis convaincu que c'est une bonne direction dans laquelle se diriger. Mais pour ça, encore faut-il que le conseil municipal ait de la volonté d'aller de l'avant dans le dossier. Alors, le mois passé, on a, selon moi, assisté à une manœuvre politique ou à une diversion pour éviter de débattre du sujet en public. Ce soir, j'ai tenté de faire inscrire le sujet à l'ordre du jour pour essayer d'avoir une discussion puis un vote sur la question. Mais malheureusement, il n'y a pas un seul membre du conseil qui m'a donné son appui. Et donc, ça n'a pas pu aller de l'avant, cette discussion-là, encore une fois. On a dit qu'il fallait laisser la MRC faire son étude avant d'avancer. Mais moi, je trouve ça bizarre qu'on ait refusé de tout simplement discuter, comme si c'était quelque chose de dangereux ou de mal de discuter dans une démocratie. Et donc, premièrement, comme je l'ai dit tantôt, j'ai consulté l'offre de service, je suis en mesure d'affirmer que ce n'est pas la même chose. En tout cas, j'y vois pas la même chose. Et deuxièmement, la proposition qui a été déposée, ou qui aurait été déposée plutôt, si ça avait été autorisé, visait tout simplement à demander une offre de service pour une analyse commerciale, demander une soumission. Et comme ça, on aurait pu à la fois connaître un prix et aussi comparer le contenu réel de cette proposition à l'étude de la MRC. Et pour prendre une décision éclairée, finalement, il aurait fallu dire oui et non s'opposer encore une fois, parce que là, il nous manque de l'information pour prendre une décision éclairée, étant donné que ça a été refusé. Mais c'est la démocratie, le Conseil est souverain et je l'accepte. Au final, je reconnais que je ne vois pas au Conseil beaucoup d'appétit pour ma proposition. Je pense qu'il y a bel et bien un appétit pour essayer d'éviter cette discussion-là ou essayer de gagner du temps. Ça fait partie de la vie. Et c'est correct, parce que, bon, tant qu'on ne devient pas un 51e État des États-Unis et qu'on reste un pays libre, mais les citoyens pourront juger du travail de chaque élu en novembre et décider à qui ils souhaitent donner leur confiance de nouveau selon les priorités qui sont mises de l'avant. C'est comme ça que la démocratie fonctionne et c'est un merveilleux système dans ce sens-là et les gens pourront juger. Et ça me vise également. Si les gens pensent que j'ai tort sur ce sujet-là, ils pourront me le dire. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais d'ici le mois de novembre, moi, je pense que ce serait le fun de voir un peu plus de collaboration. Premièrement, s'il y a des élus qui sont en désaccord, je pense que ce serait intéressant d'oser le dire en public. J'aimerais ça qu'ils osent débattre, qu'ils osent faire des contre-propositions, qu'ils trouvent des idées. Si l'analyse commerciale, selon eux, ce n'est pas une bonne idée, qu'ils disent pourquoi, et après ça, qu'ils disent comment on pourrait essayer à la place de favoriser le développement commercial par un autre moyen.
à la place de, je crois, malheureusement, est en train un peu de tirer dans la chaloupe puis de saboter les efforts qui sont faits pour essayer d'apporter de la nouveauté, parce que c'est ce que j'essaie de faire, finalement, depuis le début de mon mandat. Et je pense que c'est un peu ce qui se produit, bien malheureusement, dans peut-être 80% des suggestions que j'ai faites depuis le début. Et je trouve ça dommage. Parce que, contrairement à ce que l'on essaie parfois de vous faire croire, je suis prêt à travailler avec tout le monde et je suis en mode solution. Hein, c'est faux de dire que je ne fais que critiquer parce que j'ai beaucoup de suggestions. Hein. D'ailleurs, c'est un peu ce qui crée parfois certaines frictions, mais justement, ces propositions-là sont régulièrement rejetées. On rejette souvent même le simple fait d'avoir une discussion sur le sujet. Et c'est ce qui fait d'ailleurs en sorte que des propositions, j'en dépose de moins en moins parce que je suis un peu parfois cynique par rapport à ça et je me dis, finalement, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est malheureux tout ça. Et j'aimerais ça sincèrement que ça change d'ici le mois de novembre, mais j'ai toujours donné ma main tendue pour essayer d'avoir de la collaboration, mais j'aimerais ça qu'on puisse, à tout de moins, si on n'est pas d'accord, en discuter réellement en public. Je pense que c'est ce qui est la chose démocratique à faire, et c'est correct le désaccord, mais il ne faut pas le cacher. Et moi, quand j'analyse toutes ces situations-là, au final, je vois un clivage au conseil municipal qui existe à peu près partout au Québec. Je dirais qu'il y a deux types d'élus municipaux. Et d'un côté, il y a des personnes qui donnent, je crois, beaucoup de place à l'administration, à la direction générale, pour qui le conseil, finalement, a surtout un rôle d'approbation. Et pour qui le rôle d'une municipalité se résume beaucoup au simple entretien des infrastructures existantes, à une sorte de gestion quotidienne, sans trop de saveur, sans trop de vision non plus, avec moins de démocratie et moins de transparence. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle parfois la nouvelle vague municipale, qui est représentée par des centaines d'élus désormais maintenant au Québec, souvent des jeunes, là, mais pas uniquement, et qui, oui, pensent que la municipalité doit bien s'occuper des services de base, elle doit entretenir ses infrastructures ainsi que ses routes pour éviter qu'elles tombent en ruine et réaliser aussi une saine gestion financière, mais pas uniquement ça. La base, on doit bien la faire. Mais il faut aussi mettre en place plus de transparence, une démocratie participative. Il faut essayer d'agir en économie, il faut essayer d'agir en logement, il faut essayer d'agir en environnement, il faut essayer aussi de développer nos villes de façon responsable. Il faut essayer de trouver des nouvelles idées, trouver des nouvelles façons de faire, etc., etc. Et dans tout ça, ça implique que les élus doivent activement travailler à gouverner le bateau pour de vrai, plutôt que de laisser la vision stratégique essentiellement à des fonctionnaires non élus. Parce que souvent, c'est pas toujours ce qui se passe, mais j'ai l'impression que c'est ce qui peut se passer. Et encore là, c'est quelque chose qu'on observe partout au Québec. C'est quelque chose de fréquent, mais je pense que c'est important de mettre le doigt là-dessus pour comprendre un peu mieux la dynamique qui peut exister parfois au conseil municipal. Et donc je vous parlais un peu de nouvelle vague municipale. L'avenir, pour moi, il est là. Ça fait bientôt 2 ans, ça va faire bientôt 2 ans, en fait, que je rame dans cette direction-là. Et à chaque jour qui passe, je suis encore plus convaincu que c'est la bonne direction pour Passepébiac. C'est vrai qu'on est une petite ville. C'est vrai que des fois, nos ressources sont limitées. C'est vrai que des fois, ça peut être décourageant, mais il ne faut pas se décourager. Il faut toujours continuer à essayer. On a énormément de potentiel à exploiter. On pourra en faire tellement plus et je trouve que c'est important de ne pas gaspiller les opportunités qu'on a. Cela étant dit, je suis maintenant rendu à faire un bref survol des rencontres auxquelles j'ai participé. Et je vous rassure, j'ai presque terminé. D'abord, j'ai participé à une formation en ligne en matière d'environnement. J'ai également participé pour la première fois à un conseil d'administration de l'Office municipal, l'Office d'habitation Baie des Chaleurs le 11 février. Donc, il y a eu un fusionnement des offices municipaux d'habitation dans la Baie des Chaleurs. Et donc, c'est le nouvel organisme. Je suis très heureux d'y siéger. Donc, aussi, le 27 février, j'ai participé à une rencontre sur la Convention collective des employés. Le tout me semble être sur la bonne voie pour parvenir à une entente gagnant-gagnant. Il y avait aussi le 27 février un CA de la Régie de matières résiduelles Avignon-Bonaventure, mais j'ai dû m'absenter puisque la rencontre de convention collective était en même temps. Pour ce qui est du dossier de Ségère, M. le maire en a parlé tout à l'heure. Donc, on devrait se rencontrer prochainement à ce sujet, avoir plus d'informations. On devrait être capable de statuer sur le dossier et en avoir le cœur net.
De mon côté, je n'ai pas encore accès à l'information. J'ai fait une demande d'accès à l'information. Je n'ai pas pu lire le contrat tout de suite, mais éventuellement, je pense que quand le Conseil se mettra sur la question, là, ce sera possible d'avoir accès à l'information à ce moment-là. Et là-dessus, je vous souhaite une magnifique soirée. Et je vous souhaite également, quoique un peu en retard, une bonne journée internationale des droits des femmes. Merci beaucoup. Merci, M. Laplante. Mme Côté, pour vous, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Pour commencer, je voudrais féliciter le comité jeunesse pour la superbe soirée de glissade nocturne qui a lieu au Monticole. Cette soirée était plus que parfaite. Pas loin de 150 personnes ont participé à cette activité. Ce fut une réussite sur toute la ligne, comme le reste des activités planifiées par la Ville pour la relâche. Les enfants en ont eu pour tous les goûts, même si Dame Nature nous a gâché ça en pleine semaine. Alors, chapeau à nos directeurs des loisirs et de la culture. Les pistes de ski de fond sont fraîchement refaites hier et étonnamment, avec toute la pluie que nous avons reçue, elles sont superbes. Mais la glissade sur tube demeure fermée pour le moment. Le complexe sportif est à sa dernière semaine de glace, mais pour cette fin de semaine, nous allons avoir 5 parties de hockey, bantam et midget doublelette, du hockey de haut niveau à voir. Les voisins du Kamouraska sont en ville ce samedi. Et pour finir avec 4 games de nos Flames ce dimanche. Je voudrais souhaiter bonne chance à nos jeunes hockeyeurs qui partent pour les îles de la Madeleine ce 25 mars prochain. Dès lundi, le 17 mars, les employés du complexe feront la transition glace multisurface pour accueillir les régionaux de l'ARSEC du badminton scolaire pour une 2e année consécutive avec plus de 400 jeunes joueurs et joueuses des écoles de l'Est du Québec. Les activités sur la multisurface débuteront le 24 mars. L'horaire des activités sortira. Pour ce qui est de la fête nationale, je pense que vous ne serez pas déçus cette année. Nous reviendrons avec le déroulement de cette activité très bientôt. Il nous reste quelques petits détails à discuter avec notre directeur de la culture, M. Brie. Sur ce, je laisse la place à Mme. Bonne merci, soirée. Merci, Mme Côté. Mme Langlois, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Le 11 février, nous avons eu un événement d'information sur Cap-sur-les-Aînés. Environ 60 personnes étaient présentes, donc 60 personnes aînées qui sont sorties de la maison. C'est formidable. Le comité conclut que le besoin d'être informé auprès des personnes âgées est bien réel. Le prochain événement est demain au Centre culturel à 13h15. Nos personnes ressources sont Mme Cathy Edith Lacroix, qui viendra nous informer sur la fibromyalgie, qui en fait est une douleur chronique et que l'alimentation aurait peut-être un impact direct avec ces mots. D'ailleurs, un nouvel organisme est né en Gaspésie par rapport à cette séance d'information. Aussi, il y aura Mme Myriam Clément et sa supérieure qui viendront informer les gens sur l'organisme LOCPAC, soit l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. J'ai eu une rencontre avec le comité des aînés la semaine dernière afin d'organiser une journée pour les aînés qui se tiendra au complexe sportif de 9h30 à 15h le 13 mai. Il y aura des activités à faire, des kiosques d'information à visiter et un dîner sera servi. Et pour finaliser ce beau moment, la belle visite de M. Fernand Alain avec son personnage d'Abel. Le 26 février, j'ai rencontré M. Dominique Briand concernant la fête nationale et concernant le dossier des nouveaux arrivants. Pour ce qui est de la fête nationale, nous vous dévoilerons en mai. Le projet est quand même intéressant.
Puis concernant les nouveaux arrivants, nous sommes venus à un consensus que nous les soulignerons le 27 mai au Centre culturel par un 5 à 7. Donc, je vous donnerai plus de détails dans les prochains rapports. J'aimerais faire suite aux propos de M. Laplante. Est-ce que vous me donnez le droit? Votre moment de rapport de conseiller. OK. Donc, le travail d'un élu, c'est être la voix des citoyens en essayant de défendre leurs intérêts. Et je dois ajouter que nous sommes tous ici pour ça, pour cette raison-là. Tous les efforts sont déployés afin d'améliorer la qualité de vie des gens. Malheureusement, je constate que le facteur temps pèse énormément dans l'aboutissement des projets ou des idées, ce qui peut nous rendre parfois impatients. Je constate aussi que rien ne se crée en un jour, c'est-à-dire que nous avons des étapes à suivre. Comme on dit, le processus peut être long, très long. Monsieur Laplante, quand vous utilisez le verbe « tenter », je vais tenter de mettre à l'ordre du jour. Vous sous-entendez à quelque part une tâche très ardue, très risquée de votre part de placer ce point-là à l'ordre du jour, n'est-ce pas? Depuis le début de votre mandat que vous tentez, peut-être que votre tactique est mauvaise. Peut-être que votre manière d'amener les choses est à travailler. N'oubliez pas que vous faites partie d'un conseil municipal, d'un groupe de personnes, et vous devez considérer chacune d'elles. Nous aimons réfléchir ensemble. Peut-être que votre imprévisibilité et votre intensité sont un frein à des relations saines et équilibrées. Certaines compétences sociales impliquent de lire les signaux que les autres envoient et de les interpréter avec précision. Le principal moteur d'une relation sociale est la confiance, ce qui implique le respect et la communication. C'est tout pour moi. Je vous remercie. Mme Langlois, M. Gray, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Bonsoir, tout le monde. Je vais débuter avec le dossier de sécurité incendie en vous parlant de la caserne, le dossier de caserne de pompiers. Le dossier a été présenté aux autorités de la Direction régionale du ministère des Affaires municipales d'Habitation tel que prévu le 20 février dernier. À ce moment-là, j'étais en compagnie de M. le maire, notre directeur général, ainsi que notre collègue M. McNaughton, qui est absent au conseil de ce soir. Du côté du ministère, 2 représentants du bureau régional étaient présents, ainsi que Mme Anne-Lise Tremblay, chef d'équipe à la direction provinciale du ministère des Affaires municipales d'Habitation. L'objectif de la rencontre est évidemment d'avoir une opinion objective du ministère à notre dossier de construction d'une nouvelle caserne incendie. Les représentants ministériels nous ont clairement indiqué que notre dossier déposé en consultation, que nous avons élaboré à l'interne, était d'une grande qualité et que nous étions à quelques détails près à déposer une demande de financement. Les programmes d'aide financière sont malheureusement absents présentement pour ce genre de projet. Le programme d'amélioration et de la construction d'infrastructures municipales, qu'on appelle le PRACIM, pour lequel nous avons des attentes en matière d'aide pour notre projet, est en étude actuellement au Conseil du Trésor au gouvernement. Tout porte à croire que le programme sera renouvelé avec certains ajustements dans ses modalités. Selon Mme Tremblay, nous devrions avoir de l'information précise sur ce programme avant l'été. Notre positionnement est très bon aux yeux des représentants du ministère afin d'y aller dans un dépôt de projet lorsqu'il y aura annonce d'un programme qu'on peut dire PRACIM version 2025.
Nos ententes intermunicipales en matière de protection de services incendies qui sont en vigueur présentement avec les municipalités de l'Est du territoire, ainsi que nos 2 ententes d'entraide avec les services incendies des municipalités de New-Carlisle et de Port-Daniel-Gascon sont clairement des atouts au dossier. On restera à l'affût d'une éventuelle annonce du programme pouvant soutenir financièrement notre projet. Nous allons continuer de faire nos devoirs à la Ville afin de peaufiner ce dossier au maximum d'ici le moment venu. Lorsque j'aurai d'autres informations et d'autres développements à vous fournir, évidemment, je vais vous en faire part au cours des prochains mois aux assemblées publiques. Je reviens aussi avec le changement d'heure en lien avec le service incendie. On rappelle toujours que lorsque c'est le changement d'heure 2 fois par année, qu'on recommande, les services incendies recommandent que vous fassiez une vérification de vos piles à vos avertisseurs de fumée ainsi qu'à vos détecteurs de monoxyde de carbone pour s'assurer qu'ils sont efficaces et en bonne fonction. Au niveau du dossier site historique national du banc de pêche, pour le conseil d'administration, la prochaine rencontre du conseil aura lieu mercredi prochain, le 19 mars. Pour le moment, certains dossiers suivent leur cours en cette période plus tranquille d'activité au site, dont celui où une nouvelle ressource est entrée en poste récemment à la direction générale. D'ailleurs, les membres du conseil, on va la rencontrer, cette ressource-là, le 19 mars au prochain conseil. Les travaux d'entretien des bâtiments. Construction scandinave continue les travaux cet hiver en atelier ainsi qu'en chantier. Si tout continue d'aller à ce rythme, les travaux devraient être finalisés pour l'été. En ce qui concerne l'animation et le musée, les réservations de groupes ainsi que les autobus de voyageurs tourisme continuent de s'enregistrer pour la saison estivale et automnale à venir. Reste maintenant à voir si les décisions et les positions prises par le gouvernement américain et celles en réaction par nos gouvernements provincial et fédéral auront un impact sur l'affluence touristique au Québec et en Gaspésie cet été. Tout ça semble être dans un scénario actuellement de boule de cristal. Aussi à suivre à ce niveau-là. Aussi, le gouvernement du Québec a annoncé son intention de mettre fin à la gratuité universelle dans les musées les premiers dimanches de chaque mois. Depuis 2018, cette mesure nous avait permis d'élargir et d'augmenter notre achalandage en attirant notamment des visiteurs et visiteuses n'ayant pas l'habitude de fréquenter les institutions muséales. Une pétition est présentement en ligne afin de maintenir la gratuité dans les musées les premiers dimanches du mois. Je vous invite donc à aller signer cette pétition qui est disponible sur la page Facebook du site historique national de Passepébiac. Service du restaurant L'Ancre. L'administration du site tente présentement de recruter un concessionnaire afin de prendre en charge le restaurant. Un appel de concessionnaire a été lancé depuis peu afin que ce service continue sous une forme locative. Plusieurs personnes et clients sont inquiets de la réouverture du restaurant présentement. Il faut bien comprendre que pour les administrateurs, la question de fermer le service n'est pas l'option privilégiée. Toutefois, il faut se mettre en évidence que les déficits successifs de fonctionnement des dernières années ont entraîné une prise de conscience et une prise de position par la force des résultats. Il faut aussi bien comprendre que le restaurant ne fait pas partie des éléments au budget de fonctionnement que le site historique obtient annuellement du ministère de Culture et Communication du Québec. Le CA du site ne peut pas assumer les pertes de fonctionnement, à même les revenus d'opération du musée, puisque le restaurant ne fait pas partie des bâtiments patrimoniaux reconnus comme muséals et financés par le ministère. Le CA est quand même au fait que le restaurant est un must à Passepébiac, autant pour l'économie et le tourisme, et qu'il y a une clientèle fidèle qui est établie. C'est pour cette raison que nous devons et souhaitons trouver un concessionnaire qui va donner l'élan de relance nécessaire à ce service. Dossier campagne de financement à l'avenir de l'histoire, le comité continue de travailler d'arrache-pied afin d'atteindre l'objectif ultime. Jusqu'à maintenant,
Un peu plus de 225 000 $ ont été amassés. Pour ce qui est de l'Assemblée générale annuelle, la date de l'AGA sera annoncée prochainement. On est toujours en attente des états financiers 2024 de la firme comptable avant de pouvoir fixer la date de l'Assemblée générale annuelle. Autre rencontre, j'ai assisté à la table de travail du 17 février. Le 27 février, j'ai aussi participé à la rencontre de travail du Conseil où M. William Hassel nous a présenté la proposition d'entente pour une nouvelle convention collective des employés syndiqués de la Ville. Je suis aussi d'avis que nous avons là une excellente proposition d'entente qui se veut gagnante-gagnante et je tiens à féliciter ici les gens qui ont participé pour en arriver à ce résultat, autant du côté patronal que syndical. Je vais moi aussi émettre certaines précisions et, en lien avec ma position en début de rencontre sur la proposition de M. Laplante. Concernant le dossier, d'aller vers une étude commerciale plutôt que continuer vers le dossier d'études de marché d'alimentation. Le Conseil a adopté une résolution le 12 août 2024 afin de mandater M. Daniel Langlois, directeur général, à lancer un appel d'offres sur invitation de gré à gré pour la réalisation d'une étude de marché portant sur l'opportunité d'un nouveau marché d'alimentation à Passepébière. L'idée étant de connaître le coût que pourrait représenter une telle étude. Selon l'information que nous avons reçue au cours des dernières semaines, le travail est débuté et nous sommes désormais en attente de développement au sujet de la résolution, du travail de résolution de août dernier. Ce soir, M. Laplante nous a proposé de rediriger cette décision plutôt vers une nouvelle orientation sur la forme d'analyse économique et commerciale de tous les secteurs d'activité économique. L'idée n'est pas mauvaise en soi. Depuis ce temps, il y a quand même un travail qui a été débuté à l'interne, en lien avec la résolution du mois d'août. Et en plus de cette étude, il y a une démarche de concertation qui est en cours présentement sur le territoire des MRC de Bonaventure et d'Avignon, afin de brosser un portrait fidèle des besoins de la population et ainsi orienter les actions futures. Ce travail est effectué par une firme spécialisée en économie et en stratégie, soit Aviseo Conseil, pour réaliser une étude sur le potentiel économique de la région. Cette étude est financée par les deux MRC. Il est vrai que le travail vise un territoire régional qui va au-delà de notre limite, de notre municipalité. C'est vrai. Par contre, étant aujourd'hui au courant et conscient de l'étude présentement en rédaction pour nos communautés et que celle-ci est réalisée par des gens spécialisés et soutenue par nos propres instances en gouvernance municipale, par du personnel outillé et qualifié pour ce genre de travail, je suis convaincu que nous devons prendre le temps d'analyser les résultats et les propositions qui sortiront de cette étude avant d'entreprendre une autre démarche locale. Il ne faut jamais oublier que nous arrivons à peine à éviter tant bien que mal une réalité démographique en décroissance depuis quelques années. Cette réalité est un peu plus dévastatrice dans certaines municipalités voisines et c'est l'ensemble de cette grande population qui consomme chez nous, dans nos commerces. Il est légitime de vouloir contempler certaines de nos propres ambitions, mais je suis d'avis qu'il faut toujours s'assurer de ne pas nuire ou même détruire les commerces qui sont déjà en place. Déjà que les ventes en ligne font leur lot de dommages. Ce soir, le Conseil a été majoritairement sage. Le Conseil a décidé d'attendre les résultats de l'étude régionale afin d'en faire une analyse concrète. Cette étude qui traite du potentiel économique et de développement sur le territoire dont nous sommes directement inclus et impliqués. Cela devra inévitablement proposer des pistes d'orientation et un plan d'action quant aux possibilités en développement économique. Du même coup, elle va permettre une analyse des besoins pour notre ville que nous n'avons pas actuellement. Pour ma part, je vois là une opportunité d'accéder à un travail spécialisé sur un sujet un peu trop chaud à mon goût actuellement au Conseil. On doit plutôt s'en inspirer. Aller de l'avant avec une nouvelle étude par le biais des finances de notre ville, présentement,
est selon moi une décision questionnable quand on constate le travail qui se fait actuellement. C'est ce que j'avais à dire, mais je veux juste dire, M. Laplante, que l'idée que vous avez soumise n'est pas mauvaise. Bon, moi, je prétends qu'il faut carrément attendre que le travail qu'on a demandé à notre directeur général en août dernier, ainsi que l'étude des deux MRC aboutissent et qu'on puisse avoir un œil puis une lecture objective de ces documents pour ensuite en prendre peut-être une nouvelle décision, simplement. Bon, ça fait le tour de mes dossiers puis ce que j'avais ajouté. Pour le reste, bien, je tiens à vous remercier d'être présents encore une fois ce soir, ainsi qu'aux gens qui nous syntonisent via la télé communautaire. Merci d'être là, merci de vous tenir informés des affaires municipales de votre ville. C'est drôlement important et intéressant pour toutes nous autres qui sont en avant ici. Bonne soirée. Alors, merci, M. Grenier. On a fait le tour des... Non, je vous remercie. Non, on a fait le rapport des... Un instant. On a fait les rapports des conseillers. Tout le monde a réagi. J'ai réfléchi pendant que je vous écoute parler. J'aimerais qu'à l'avenir, vos rapports des conseillers parlent d'un rapport de ce qu'on fait et non pas d'évaluation de chaque personne ou d'un conseil en général. Je pourrais élaborer... Un instant. Des attaques personnelles qui ont été adressées à mon endroit. Un instant. Tantôt, puis j'élabore même pas, parce que je ne suis pas ici pour faire un départ lorsqu'il y a un rapport des conseillers. Autant que je peux me sentir visé à certains égards également. Je vous ferai part que depuis 3 ans, on relève un défi qui est intéressant. J'en relève un. Tantôt, on parlait de transparence. Je sens que j'ai été transparent depuis 3 ans, que je vous ai laissé travailler, je vous ai laissé vous engager, vous parler devant les gens. OK? Vous avez été inspirant là-dedans. J'ai un réseau social qui touche autant des jeunes de votre âge que des gens plus âgés, que des gens de mon âge. On a intérêt, dans un conseil municipal d'une petite ville comme la nôtre, de sortir un peu de notre zone de confort de temps en temps, puis d'aller fréquenter d'autres personnes, d'aller dans des centres d'achat, d'aller dans des manifestations à l'Arena, d'aller dans des manifestations culturelles, de voir des gens, d'aller sentir un peu la fibre des gens qui nous rejoignent. Enfin, je ne prendrai jamais, depuis 1986 que je suis revenu en Gaspésie, j'ai fait des implications sociales à tous les niveaux. Je n'accepterai jamais de me sentir non transparent vers une population pour laquelle j'ai tellement voulu avancer et évoluer. Je reconnais toutes les forces que vous avez, autant les vôtres que les vôtres, OK? Puis je veux qu'on ait un conseil uni. Fait que je ne partirai pas de débat. Si vous avez des choses à régler sur le plan personnel, vous le ferez ailleurs qu'ici. Et ça, c'est ma philosophie de maire et je ne tolérerai rien là-dessus. Je suis désolé. Pourquoi avez-vous laissé Mme Langlois faire des attaques personnelles qui n'étaient pas une discussion sur des idées, mais bien des attaques fondamentalement personnelles? Pourquoi avez-vous laissé ça passer si vous voulez avoir un conseil? Je laisse les conseillers parler au même titre que vous avez des minutes et des minutes d'intervention avec des commentaires peut-être par le passé que je ne veux même pas m'en souvenir parce que c'est bien correct, vous parlez de démocratie. Alors, je le tolère comme ça parce que je veux vous laisser une certaine liberté d'expression. Si vous avez senti, vous avez des choses personnelles, vous pourrez le régler avec Mme Langlois ou avec n'importe quel autre conseiller. Je ne le ferai pas ici. Je suis désolé. Alors, pouvez-vous être équitable et ne pas laisser les autres personnes faire des attaques personnelles? Si vous ne voulez pas que les personnes puissent se défendre par la suite, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Monsieur Laplante, j'en ai eu, moi aussi, des attaques personnelles les 2 dernières années. Je parle de vos idées. J'ai eu des attaques auxquelles je me suis senti personnel, moi aussi, et je n'ai pas élaboré ça sur la place publique. Je me suis bâti une expérience avec ça. Puis je travaille de cette façon-là, à essayer de prendre chaque échec, chaque commentaire comme une expérience enrichissante qui me permet de me développer, peut-être de m'ajuster. Ceci étant dit, on est rendu au point 28 qui sont les affaires nouvelles. J'ai rien pour les affaires nouvelles aujourd'hui. Point 29, période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des interventions? Je vous invite, s'il vous plaît. Oui, bonsoir.
Vous êtes madame, parce que c'est la première fois qu'on se voit. Isabelle Péchard. OK, ça fait plaisir. J'ai écouté 2 conseils municipaux sur le web. Puis c'est la première fois que je me présente. Premièrement, je vais revenir rapidement sur le point chaud de la soirée. Juste vous faire remarquer que s'il aurait été placé à l'ordre du jour, on aurait connu l'opinion des 3 autres conseillers qui n'ont pas parlé. Parce que là, on a connu l'opinion de M. Plante, Mme Langlois, M. Grenier a exprimé clairement aussi, Mme Langlois aussi. D'ailleurs, l'intervention de Mme Langlois, j'ai trouvé ça très intéressant, la façon que vous avez parlé de la MRC, de l'étude qui est en train de se faire, qu'il ne fallait pas mettre de l'argent partout, puis notre temps partout. Mais je n'ai pas eu l'opinion de Mme là-bas, puis de Mademoiselle ici, puis ni de M. le maire. Fait que, dans le fond, ça a été exclu de l'ordre du jour, mais comme citoyenne, j'ai l'opinion de 3 personnes, puis il m'en manque une opinion de 3 autres. Fait que je veux juste souligner ça pour vous dire que, finalement, je reste un peu sur ma faim. Deuxième chose, le projet d'habitation à Passepébiac, c'est un projet de combien d'unités de logement? Est-ce que c'est un peu décidé ou? Oui, on est à 36. 24, on travaillait sur 36 ou 24, et c'est dans 24 qu'on s'est arrêté. Parfait. Je vous remercie, c'est un beau projet. Tout à fait. Je voudrais souligner un malaise. Moi, ça fait juste 3 ans que je reste à Passepébiac. Ça fait 41 ans qu'on descend chaque année en Gaspésie, dans ce coin-ci, puis on a acheté une maison à Passepébiac. La première année, j'ai été marcher à la base de Monticole. Monticole. Et j'ai marché dans la base en ne sachant pas que je n'avais pas le droit de marcher là. Et j'ai rencontré une skieuse, puis j'ai dit, est-ce qu'on a le droit de marcher ici? Elle me répond, je ne sais pas, madame, mais je viens skier à chaque semaine, puis je rencontre jamais de skieurs. Puis il y a assez de place pour les marcheurs puis les skieurs. J'ai essayé de retourner une 2e fois, puis là, je me suis fait dire, vous n'avez pas le droit d'aller marcher dans la base de plein air. Vous m'apprenez quelque chose. OK. Oui, je comprends. Mais pour avoir je veux juste vous donner mon opinion rapidement. J'en ferai pas un débat public, puis je ne ferai pas de menace à personne. Mais pour avoir été au Québec, dans d'autres bases de plein air, où est-ce que j'ai parfois été marcher, parfois skier, on se côtoyait bien, les marcheurs puis les skieurs. Puis ici, en tout cas, la place où j'étais marcher, puis j'ai rencontré une skieuse, elle a dit, écoutez, madame, il y a tellement d'espace qu'il n'y aurait pas de problème. Et là, je vais vous emmener sur pour faire un lien avec 2 autres choses. Un conseil de ville que j'ai écouté, il y a un propriétaire terrien qui a demandé au conseil de ville, est-ce que ça serait possible d'élargir un endroit pour que je puisse me rendre à mon chalet en skidoo, parce que je ne voudrais pas déranger les skieurs. Et là, moi, j'étais assise dans mon salon en me disant, puis je trouve ça normal que ce propriétaire-là fasse cette demande-là, fait que je ne suis pas en désaccord, mais je me disais, ils vont être capables de se côtoyer peut-être des skieurs puis un skidoo pendant 5 minutes, puis un marcheur, puis un skieur, on ne pourra pas parce que ça peut être dangereux. Ça me pose des questions. Puis en quoi c'est moins sécuritaire pour moi ou pour le skieur de côtoyer la même trace ou à côté, et que si je vais marcher, c'est à 132, parce qu'on marche à 132 l'hiver, et ça, c'est comme personne ne se préoccupe si c'est dangereux pour nous autres, mais de côtoyer un skieur puis un marcheur, ça peut être dangereux. Je vous emmène ça, je ne veux pas qu'on en fasse un débat, mais j'aimerais ça que vous en parliez au conseil de ville, parce que moi, je vois beaucoup de personnes aînées à Passepébiac, c'est assez âgé quand même. Le monde, il marche à 132 l'hiver, et l'autre fois, j'ai posé des questions à du monde. Allez-vous au Monticole? Est-ce que vous savez qu'on a le droit de marcher? Je voulais savoir le monde. Puis ils ont dit non, on n'a pas le droit d'aller marcher là. Puis est-ce que vous iriez si on pourrait? Mais ça serait plus sécuritaire que la 132. Fait que je vous laisse dormir là-dessus. Ben oui, c'est excellent. Je vous remercie. On s'en reparlera. Ben, tout à fait. L'autre chose que je voulais vérifier, c'est... Attends, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter avec deux interventions positives. Hein? C'est gentil. L'envie, ça fait du bien. Premièrement, M. le maire, je vous ai entendu dire, vous avez fait une intervention dans un conseil de ville en disant que les réseaux sociaux, c'était pas la place pour régler nos affaires puis de laver notre linge sale en famille. Je pense que c'est en février que vous avez dit ça. Vous n'avez pas dit ça de même, le linge sale en famille, ça c'est mes mots. Mais de dire, si vous avez des choses à parler au conseil de ville, vous voulez venir nous rencontrer dans nos bureaux, mais c'est pas par les médias sociaux. Okay. Mais je vous félicite de votre intervention parce que
je trouve qu'on est dans une société que les gens règlent toutes les affaires publiquement, puis c'est pas la meilleure façon. Fait que ma dernière intervention, c'est je voudrais vous remercier chacune d'entre vous de votre implication en politique, parce que depuis quelques années, on se rend compte que c'est pas une petite job. Puis je vous inviterai, mais dans les prochains conseils de ville, de peut-être avant vos réunions, de régler des petits trucs, parce que quand on est de l'autre côté, on voit les interventions de tout le monde, puis je vous avoue que chacun d'entre vous, là, je vous connais peu, mais je connais déjà un petit peu vos forces et vos faiblesses dans votre façon de vous exprimer. Puis des fois, je pense que ce n'est même pas des mauvaises intentions de votre part, mais ce que vous donnez comme impression, puis je vous dis, vous êtes un des meilleurs conseils de ville que j'ai vu à date, on voit les tensions, même si vous ne voulez pas. Puis il y a des interventions qui sont plus modérées que d'autres. Mais j'ai espoir que vous allez continuer à travailler ensemble. Fait que je tiens une dernière fois à vous remercier de votre travail. Puis je pense que la jeunesse et les plus âgés ou les plus habitués, je pense que c'est une bonne opportunité de comment on peut dire ça? S'influencer mutuellement puis bâtir un Passepébiac qui va accueillir bien les nouveaux arrivants. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous savez, madame, ce que vous m'avez dit tantôt, quand je suis arrivé en 2021, j'ai toujours dit que la porte sera toujours ouverte. J'essaie de recevoir les citoyens le plus souvent possible quand ils veulent me voir. Puis je pense pas ne pas les avoir reçus, même si j'ai des messages qui sont envoyés au service aux citoyens, je leur demande de les appeler s'ils veulent prendre rendez-vous. Tout le monde sont toujours invités, je n'ai pas de problème. Mais je vais prendre rendez-vous avec vous. Absolument. Puis là, j'ai compris qu'il y avait des porteurs de dossiers. Oui. Donc, madame, le service culturel, c'est vous? Oui. Vous, c'est le sport? Mais je vais sûrement vous appeler parce que j'ai des préoccupations. C'est correct. C'est des bonnes interventions. Puis je vous remercie beaucoup. Puis effectivement, vous avez raison. Des fois, on est peut-être moins à l'aise de s'afficher publiquement, mais comme vous dites, de régler les choses avant, c'est beaucoup plus facile de partager un message par la suite, à mon avis, à moi. Et c'est ce que j'essaie de faire. Parce que moi, de l'extérieur, quand je vous ai entendu parler, j'ai moi entendu madame s'exprimer, mais tous les autres, je vous ai bien écouté. Oui. Puis je ne vois pas de mauvaises intentions nécessairement là, des gens. Fait que, mais je vous remercie encore. C'est gentil. Je vous remercie. Bonne fin de soirée également. Oui. Bonsoir. Salut. Moi, c'est Gilles Sida. Oui. Concernant l'aréna Passepébiac, l'année passée, sensiblement à la même date, là, on avait parlé qu'on était un peu de bonheur, on va dire en beau français, là, pour la fermeture de l'aréna. Mais cette année, ça se répète encore. Là. Oui. On ferme encore l'aréna le 16 mars. Puis il y a des tournois énergiques à New Richmond, dont l'autre semaine après. Puis là, non jeunes, il n'y aura pas de glace pour pratiquer. Puis il y a le tournoi aussi, comme mentionné, aux îles de la Madeleine. Ça va être de même à chaque année. Là, son but premier en aréna, c'est de jouer du hockey. C'est correct qu'on a d'autres activités. Ça, c'est correct. Il faut qu'à vire 12 mois par année l'aréna, c'est correct. Mais à un moment donné, il faut arrêter de reculer, là, parce que moi, je pense que le 16 mars, ça rappelle à la fin de mars. Puis les autres, ça aurait pu être repoussé. L'année passée, il y a eu une tempête, puis ils l'ont repoussé. Ça veut dire que c'est des choses qui se repoussent. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. L'année passée, je pense que c'est les mêmes circonstances. Je pense que c'est à cause qu'il y a un tournoi... La même chose, il y a un tournoi de badminton, puis il y a eu une tempête, ils l'ont repoussé. Mais là, pourquoi pas le repousser? Il faut attendre qu'il y ait une tempête là, pour garder l'aréna au moins 2 semaines de plus ouvert. Là. Je comprends. Parce qu'il y a des lignes avec des régionaux. Non, mais c'est de bonheur. C'est très de bonheur. Je on a parlé l'année passée, mais regarde. Mon autre intervention, c'est concernant les interventions des conseillers. Pourriez-vous me dire si, au niveau de la MRC, lorsque vous dites une étude de marché à Passepébiac pour soit des commerces ou autres, qu'il y a des grands spécialistes qui vont venir, là, est-ce que c'est juste depuis 2024 que ces spécialistes-là de la MRC existent ou que ça existait avant? Est-ce que ça existait avant, ça, que la MRC, il y avait des gens qui pouvaient venir faire des études de marché sur notre municipalité? Je ne peux vraiment pas vous répondre, je m'informe. Mais peut-être, je ne sais pas si Christian est au courant. En fait, il y a une équipe d'employés spécialisés en développement économique à la MRC qui vont accompagner la firme dans le travail là, comme tel. Mais le travail de l'étude va être fait par la firme. Non, mais à savoir s'il y en a déjà eu par le passé. S'il y a déjà eu des études, oui, il y en avait déjà eu, mais parce que moi, là, à un moment donné, ça fait... C'est pas juste le conseil qui a présentement à la table. Ça fait longtemps qu'on en parle.
qu'il faut apporter des nouveaux commerces. Ça ne veut pas dire d'avoir un commerce, faire concurrence à l'autre côté. Là. Apporter du nouveau, apporter des investisseurs, d'autres choses. Parce qu'à un moment donné, ça prend des payeurs de taxes puis des gens qui vont engager du monde. C'est pas toujours nous autres à engager du monde puis les payer dans notre poche en arrière. Ça fait monter nos taxes. Ces gens-là vont payer des taxes, ils vont engager du monde, ils vont... Ça fait virer l'économie, là. C'est ça qu'il faut sensibiliser, là. C'est pas méchant, on ne va pas fermer les autres commerces. Mais je comprends pas pourquoi est-ce que les MRC, qui ne sont pas bougés avant pour venir faire des études à Passe-Publiac, est-ce qu'on vous a dit durant votre mandat, à Passe-Publiac, vous pouvez faire un tel commerce, ou ils n'ont jamais rien dit, là, durant votre 4e année, ils ne vous ont jamais rien dit, ils ne sont jamais avancés pour venir vous dire il y aurait une faisabilité à Passe-Publiac pour un certain marché. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je ne veux pas faire de chicane. Je comprends. Je comprends, vous avez tout à fait raison, effectivement. Mais à savoir si on a vu par le passé, je ne le sais pas. Celle-là est sortie au mois d'octobre. Comme quoi, il y avait une étude qui se faisait, c'est sûr que j'ai trouvé ça intéressant. Là. Au mois d'octobre 2024, arrivé fin 2021, début 2022. Je ne sais pas avant si on avait déjà eu par le passé. Mais celle-là, c'est sûr qu'on a trouvé ça intéressant. On va avoir une idée du potentiel qu'on a dans le territoire. Ça, c'est important. Après ça, on ne va pas se positionner à savoir nos besoins peut-être plus à l'interne, plus localement. C'est la vision que j'avais à ce niveau-là quand ils me l'ont donné. Mais est-ce que ça passe... Est-ce qu'il faut... Je comprends l'affaire que ça ne nous emportera pas des frais parce qu'il y a des gens spécialisés. Ouais. Je comprends tout ça. Mais nous autres, est-ce qu'on n'est pas capable de mettre une certaine pression entre nous autres, de dire, on aimerait ça avoir ce marché-là, ou aller voir d'autres qui ont des marchés autour, des fois, qui seraient peut-être portés à se déplacer, à venir s'installer si tu n'as pas suivi. Comme, disons un exemple, je vais garrocher, là, comme les roulottes là, à Rivière-au-Nord. Pourquoi qu'on n'aura pas ici qu'il n'y aura pas un marché pour des roulettes de voyage, ces choses-là, aller voir ces gens-là, discuter avec eux autres, dire, peut-être que vous serez intéressés à venir, tu sais, plus que vous centrez, tu sais, à la Gaspésie, là. C'est de ce genre-là que je parle. Tu as tout à fait raison, je ne peux pas dire le contraire, c'est vrai, c'est un fait. Oui, mais est-ce que ça passe tout par les MRC? Oui. Supposons qu'on dit, là, on est toujours dans des zonages agricoles. Mais quand tu es d'une terre à bois, là, puis tu es zonage agricole, là, comprenez, si on pourrait débloquer ça, si on prend, exemple, en avant du Monticole, le rang 4, OK? Le rang 4, du côté nord, il est zone agricole. Il n'est pas zone agricole. Du côté sud, il est zone agricole. C'est un non-sens, là. Il y a des propriétaires qui demanderaient peut-être d'avoir des permis pour pouvoir construire des petits chalets. Mettons, un chalet par lot. Mais que ça serait nous autres, à la municipalité, de décider de notre avenir. Pas la MRC, toujours. Je sais que c'est pas facile, ces affaires de zonage agricole-là, mais ça ferait des payeurs de taxes de plus. C'est un fait. C'est ça, autrement dit, ça peut faire partie du marché. Là. Ouais. Le marché, ça ne veut pas dire toujours une épicerie à côté. Là. Non. C'est fait. Je suis d'accord avec toi, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, il y avait une intervention. Oui, en fait, c'est pour répondre à quelques-uns de vos questionnements. Vous demandiez à peu près depuis quand, dans les villes ou dans les MRC, ce genre de démarches-là, économiques ou commerciales, ont lieu. Moi, selon mes recherches, ça s'est intensifié, je dirais, dans les dernières années, mais j'ai pu remonter à des mandats qui datent d'il y a à peu près 10 ans, un peu plus ou un peu moins. Donc, c'est tout simplement, je pense que ce n'était pas apparu sur le radar jusqu'à présent. Ou, peut-être on était moins au courant, il y avait moins de firmes qui offraient peut-être aussi ces services-là dans la région. Mais donc là, on sait notamment Avisio qui fait une étude pour la MRC, fait aussi, comme je disais tout à l'heure, des stratégies de développement commercial. Puis c'est ça. Là, encore une fois, je pense qu'il y a plein de détails qui... Ça aurait été intéressant de discuter. Je pense que ça aurait été utile réellement d'avoir le point à l'ordre du jour, qu'on ait cette discussion-là, qu'on ait un échange d'idées. Mais en tout cas, éventuellement, on pourra peut-être s'en parler davantage. Alors, je vous remercie beaucoup. S'il n'y a pas d'autres interventions, ce qui nous mène au dernier point de l'Assemblée, le point 30, levé de l'Assemblée. Alors, il est proposé par résolu A que la séance soit levée. J'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Côté, je vous remercie. Madame Anglade, pour vous, ça va? Oui. Monsieur Laplante également? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Christian? Grenier, pardon, Monsieur Grenier. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité que la séance soit levée. Monsieur le greffier, il est 21h03. Je vous remercie. Merci, Monsieur Joseph de Télévague. Je les salue en même temps les gens. Merci, Julie, de ton intervention. Et on se reparle le mois prochain. Merci beaucoup.